Du droit à la criminologie, en passant par le journalisme, cet auteur n'a pas fini de nous surprendre. Écrivain de science-fiction, connu pour sa trilogie des fourmis et ses nombreux ouvrages à succès, faisant se rencontrer mythologie, spiritualité, philosophie, science-fiction, biologie et futurologie, cet éveilleur de conscience transforme en suspense les questions les plus importantes posées à la condition humaine. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Bernard Werber. Bonsoir Bernard, le siège du milieu. Et pour m'accompagner, donc Isabelle, mon épouse. Donc ce soir, c'est notre dernière soirée, dernière conférence. Demain, c'est un autre futur, il n'y aura plus de conférence. On a un grand raconteur d'histoire ce soir. Et juste avant, je voudrais vous en raconter une toute petite pour vous dire comment, en fait, l'année dernière, pour ceux qui étaient là pour les déchiffreurs, souvenez-vous, il y avait pour la dernière soirée aussi une pièce de théâtre qui parlait aussi du futur, de Marie-Odile Monchicourt avec Philippe No qui était le mime. Et à la suite de ça, certains des jeunes gens sont montés sur scène pour imaginer aussi le futur, pour dire ce qu'ils en pensaient eux, entre 15 et 25 ans à peu près, ce qu'ils pouvaient penser du futur. Et parmi eux, il y en a un qui a beaucoup parlé de Bernard Werber, ce qui prouve que dans le passé, il était déjà là, ici, finalement, avec nous. Et ce soir, il est là. Donc c'est Gabriel qui nous avait longuement parlé de Bernard Werber. Et il se trouve que dans l'hiver, j'ai entendu l'émission sur France Inter, Le Grand Entretien, avec François Bunel, avec Monsieur Werber de nouveau. Donc c'est un continuum. Et donc ce soir, voilà, Bernard est là. Comme quoi, j'ai bien écouté, Étienne, ta conférence, tout était déjà là. Et il est déjà là. Et ce n'est pas son sosie, je peux vous l'assurer. Bernard, 1991, Les Fourmis, 2013, La Troisième Humanité. Entre les deux, 18 romans, des bandes dessinées, des films, des CD. Où trouvez le temps? Où trouvez-vous le temps de faire tout ça et l'inspiration de faire tout ça? Ça, ce sera la première question. La seconde question, y a-t-il un continuum entre Les Fourmis, premier ouvrage, et aujourd'hui, La Troisième Humanité qui vient de paraître en octobre dernier? Pourquoi deux questions? Il va falloir que je mémorise les deux. Donc, première question. Où trouver le temps? Alors moi, je suis un super vénard. Je vis du métier qui me plaît le plus. Et pour moi, écrire est un plaisir. Seul sur une île déserte, sans éditeur, sans lecteur, je continuerai d'écrire. C'est ma fonction sur Terre. J'ai découverte... j'ai pas découvert, j'ai toujours écrit. Mais quand on fait ce qu'on aime, on a toujours du temps. Le terme, c'est naturel. Après, la jonction... Je crois que j'ai surtout eu de la chance parce que j'ai trouvé un éditeur et j'ai trouvé un public. Et sans l'éditeur et le public, en tout cas, je n'aurais pas les moyens de poursuivre ça. Parce que je ne suis pas sur une île déserte où je travaillerai sur de la survie. Là, dans ce monde-ci, j'ai trouvé une place qui est la place de conteur. Et au-delà de la place de conteur, il me semble qu'il y a une réflexion sur comprendre le monde dans lequel je suis et essayer de trouver des perspectives en comprenant le passé et en regardant le futur. Maintenant, sur les fourmis, en effet, au début, j'ai fait les fourmis parce que ça me semblait un domaine inconnu. C'est-à-dire, je me suis dit, il y a quelque chose qui est à côté de nous, qui nous donne une leçon, et on ne le regarde pas parce que c'est petit. Et ça, c'est juste que j'étais enfant, donc je suis resté des heures et des heures à observer les fourmis, et je sentais qu'il y a quelque chose à piger, et c'est pas juste comment les tuer, ni comment les détruire, c'est quelque chose à piger sur nous. Et les fourmis, ça parlait en fait des humains, mais quand le livre est sorti, je crois que la plupart des gens ont cru que c'était juste de la vulgarisation sur la biologie, et donc j'ai écrit la suite pour expliquer que ça parlait des humains, et depuis je n'arrête pas d'expliquer que c'est juste une perspective, comme tout à l'heure tu le signalais, sur une espèce qui a 120 millions d'années, alors que nous n'avons que 2 millions. Donc nous sommes une espèce extrêmement jeune, et les fourmis sont une espèce
extrêmement ancienne, et c'est une espèce qui a une particularité, c'est que non seulement elle a survécu, mais elle s'est adaptée à tous les milieux, et elle a résolu pratiquement tous les problèmes. Savoir agriculture, vie sociale, guerre, territoire, écologie. Donc il me semble intéressant juste de redonner une perspective. Nous sommes une espèce parmi des millions. Nous sommes une espèce on a l'impression qu'on est les rois, qu'on est les chefs, qu'on décide de tout, que nous comprenons tout. Nous sommes juste les derniers petits élèves. Par rapport à la planète, nous sommes les derniers locataires, les derniers parasites, et nous sommes aussi une espèce en pleine évolution. Alors, j'ai commencé à raconter ça dans la trilogie des fourmis, j'ai continué en Troisième Humanité. En Troisième Humanité, ce que je dis, c'est maintenant, nous allons peut-être faire des choix qui vont nous amener au même résultat que les fourmis, à savoir peut-être plus de sociabilité, une réduction de taille et une féminisation, qui sont les trois caractéristiques de la société fourmi. Donc le futur m'est apparu comme à chercher dans le passé le plus profond. Il y a 120 millions d'années, une espèce a commencé à nous montrer comment nous risquons de devenir, non pas dans 5, non pas dans 10, non pas dans 10 000, non pas dans 1 million d'années, mais peut-être dans 100 millions d'années. Et cette perspective, cet horizon très lointain, offre tout d'un coup, nous resitue différemment dans le monde. Bien sûr. On n'est plus dans le gaz de schiste, on n'est plus dans tous ces problèmes qui ont été évoqués, on est dans autre chose, c'est qui sommes-nous en tant qu'espèce? Qu'est-ce qu'on fout là? Comment survivre? Comment nous adapter? Comment nous remettre en question? Et aussi, comment notre génération, qui arrive à un point charnière génial, va pouvoir orienter le troupeau dans une direction qui va l'amener vers des jours meilleurs. Oui, parce que vous dites qu'on a de la chance finalement de se trouver dans cette situation actuelle, puisque là maintenant on va devoir finalement faire quelque chose, absolument quelque chose. On va devoir faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Donc ça veut dire qu'il va y avoir forcément des problèmes du fait de ces choix. Mais si on se trompe de choix, on fout en l'air le futur de nos enfants. Donc ça se peut que ce soit des choix douloureux, ça se peut que ce soit des choix illogiques au premier abord, mais plus on regardera loin, plus on regardera dans que sera l'humanité dans 1000 ans, plus on aura de force dans ces choix. Ce qui me semble le drame, c'est qu'on a une vue, quand on parle du futur, pour nous, c'est 5 ans. C'est un quinquennat. C'est le temps de réélection de notre président. Mais c'est rien du tout. Et d'ailleurs, le problème des présidents, c'est souvent qu'ils ont une vue, un projet pour 5 ans. Mais dans 5 ans, que sera le monde? Moi, j'aime bien l'idée qu'ont les Indiens d'Amérique, quand ils faisaient les powwows, quand ils se réunissaient, ils demandaient à ce qu'il y ait quelqu'un qui représente les générations futures. C'est-à-dire, il y a un type qui parle pour les générations futures. Et il faudrait qu'on ait ça à l'ONU, c'est-à-dire un bonhomme qui dise, attendez, gaz de schiste, par exemple, puisque on a beaucoup parlé, eh ben, ok, ça va peut-être résoudre nos problèmes de pétrole maintenant, mais j'ai l'impression que ça va quand même un tout petit peu infecter le nappe phréatique pour les 500 prochaines années, les 1000 prochaines années, le pétrole pareil. Donc, un représentant des générations futures, ça me semble ça une modernité à proposer, et c'est qu'une idée. C'est pas compliqué à faire, c'est juste un bonhomme qui remet tout le temps en perspective nos actes. Et forcément un bonhomme? Ou une bonne femme. De toute façon, je crois que le futur sera féminin, ça, il n'y a aucun problème. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu. J'ai pas tout lu, moi, de Bernard Werber, mais j'ai au moins lu une phrase sur la 4e de couverture d'une BD, ouais. Celle-là. L'avenir sera féminin. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais j'ai lu « Les hommes ne seront plus qu'une légende ». Là, franchement, ça manque. Parce que si les féminins sont masculins... Et où est l'équilibre? Où est l'harmonie, où est l'équilibre? Oui, parce que pour l'anecdote, on vous aime bien quand même. Parce que pour l'anecdote, j'ai découvert une espèce qui ressemble à ces petits lézards, vous savez, qu'on voit dans les maisons là. Gecko, voilà, merci. C'est Gecko. Et cette espèce, en Nouvelle-Zélande, a une histoire qui me semble extraordinaire, qui montre que la nature a beaucoup plus d'imagination que nous. C'est que lorsque les mâles sont aspirés dans les typhons et tombent sur des îles désertes, les mâles restent là, ils tournent sur l'île déserte et ils crèvent. Mais si c'est une femelle et qu'elle tombe sur l'île déserte, elle tourne sur l'île déserte et au bout d'un moment, elle se met à pondre des femelles alors qu'il n'y a pas de mâle. C'est-à-dire que la nature autorise les femelles à la parthénogénèse, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de choix, ce choix extraordinaire qui est un monde uniquement féminin est un choix possible pour l'évolution d'une espèce. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement ces femelles
se mettent à pondre d'autres lézards. Mais ces lézards ne sont pas des clones d'elles-mêmes, ces lézards sont différents d'elles-mêmes, et il y a un phénomène qui s'appelle la méiose, c'est-à-dire un brassage génétique qui fait que si on revient dans l'île quelques dizaines d'années plus tard, on va trouver plein de lézards féminins capables de se reproduire tout seuls, sans présence masculine, et étant tous différents. Donc ça veut dire que la solution féminine est la solution d'adaptation au monde difficile. Et il y a un autre cas que j'ai... Alors depuis que j'avais raconté cette histoire, tout le monde me raconte des histoires d'adaptation au monde féminin, et notamment il y a, je crois que c'est un requin qui était dans un aquarium à Dubaï, d'un grand hôtel, et ce requin était là depuis très longtemps, c'était un requin femelle, et tout d'un coup il s'est mis à sortir un petit requin. Donc cette possibilité-là de la reproduction uniquement féminine est une possibilité envisageable. Maintenant, je comprends que les hommes fassent partie du folklore actuel. Et je suis d'accord, étant homme moi-même, que c'est plutôt sympa qu'il y ait un système bipolaire. Mais je dis que dans un futur lointain, il peut y avoir un choix féminin qui soit un choix efficace. Et peut-être que s'il y a une certaine crispation sur la cause féminine actuellement, c'est parce que certains hommes sentent qu'il y a une tendance à la féminisation. C'est peut-être eux aussi qui ont rendu le monde difficile. Qui ont rendu le monde difficile. Les hommes peut-être, un peu plus quand même. Notre histoire est assez récente. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a surtout testé les valeurs masculines. Voilà. Donc moi, je trouve que ça serait intéressant de tester les valeurs féminines, aller jusqu'au même niveau d'erreur, et puis une fois qu'on sera bien trompé dans les erreurs féminines, on fera un choix d'une nouvelle répartition. Mais c'est vrai que le monde tel quel n'a pas été imprégné suffisamment, à mon avis, des valeurs féminines, et que je crois qu'il y a un plus d'évolution de l'espèce. Et bon, au hasard, si j'ai choisi les fourmis, c'est une espèce qui a choisi à Donf la féminisation. Chez les fourmis, on peut dire qu'il y a 5% de mâles, et dès qu'ils font l'amour, ils meurent. Donc, ils vivent pas. C'est un choix. Hein. C'est dangereux. Et le reste, c'est des asexués, qui est un autre choix, que pour l'instant, il ne nous a pas été proposé, et des femelles, ce qu'on appelle les... Vous savez, quand il y a les vols, tout d'un coup, on voit plein de ces insectes qui ont l'air un tout petit peu flaglala. C'est des femelles qui sont fait ensemencer, qui vont créer de nouvelles cités, et c'est ces femelles qui sont porteuses de toute la vie et de toute une culture, chacune. Donc, je le disais, donc, auteur à succès, les fourmis, puis ensuite, avec le deuxième volet des fourmis, là, cette fois, ça décolle, ça devient très vite un succès quasi mondial. Vous vous retrouvez à être traduit en près d'une trentaine de langues. J'ai vu également que vous avez un lectorat asiatique tout à fait fan, la Corée, les Russes. Parce qu'ils sont tournés vers le futur. Il y a un réel problème en France, c'est que on vit encore avec le culte d'une gloire passée, de Versailles, de nos grands inventeurs du passé, de nos grands trucs de lumière. Et en Asie, eux, leur passé, il est nul. C'est-à-dire sur la Corée du Sud, notamment, j'ai vu ça, c'est-à-dire que c'était des dictatures, des invasions, des persécutions avec les Japonais, avec les Chinois, des guerres avec les Russes. Ils ont un passé merdique. Et un passé merdique, ils se disent, ce qui nous intéresse, c'est le futur. On ne veut plus entendre parler du passé. Et quand je suis arrivé avec mes bouquins là-bas, ils se sont dit, ouais, un type qui nous parle de ce qu'on va voir devant. Et donc, du coup, il y a un réel enthousiasme. Et je crois que si l'enthousiasme a été plus fort même en Corée qu'en France, c'est parce qu'ils se sont dit, nous cherchons des solutions pour éclairer devant, et on n'a rien à foutre de ce qui s'est passé avant. Et est-ce qu'ils sont sensibles à cette symbolique qui était dans les fourmis, à savoir donc que le peuple des fourmis, un peuple souterrain, comme l'est donc l'inconscient, notre inconscient, et cette symbolique dans le dernier ouvrage paru, la troisième humanité, qui cette fois-ci donne la parole à la Terre, comme si la Terre était un être vivant, avec son cœur chaud, etc., et ces petits hommes à la surface qui la gratouillent. Est-ce qu'ils entrevoient toute cette symbolique, ou ils ne s'arrêtent juste à l'effet science-fiction, exaltant, excitant science-fiction? Alors, ce qui revient souvent comme question quand je fais des conférences en Corée, c'est comment être plus créatif et plus imaginatif, parce qu'ils ont un système scolaire qui les cadre et qui leur impose une énorme rigueur, qui leur met une énorme pression. Oui. Et ça, c'est la première question, c'est donc comment être créatif. Et après, la deuxième qui arrive, c'est croyez-vous que ce que vous faites, vous tout seul,
nous pourrions nous le faire collectivement. En fait, ils cherchent à reproduire des systèmes de création collective, ce qu'on n'a pas en France, qui est vraiment, j'allais dire, c'est l'esprit fourmi et c'est pas du tout l'esprit occidental. Ils considèrent que nous, en Occident, on est faible parce qu'on a des génies, mais quand ils meurent, le système s'effondre. Eux, ils veulent remplacer un génie par un groupe collégial qui a compris une culture et un mécanisme de fabrication, soit industriel, soit artistique, et ce groupe va survivre à tous ses composants. C'est pour ça que, par exemple, vous voyez au Japon, les mangas. Les mangas, c'est une manière de faire la bande dessinée, et les créateurs des mangas peuvent disparaître, ils sont automatiquement remplacés par des gens qui font la même chose. Donc, quand ils me posaient la question comment je crée, en fait, ils voudraient me remplacer par des créatifs coréens qui puissent faire la même chose que moi. Mais il faut faire des clones, il faut faire des clones de Bernard Werber. Je sais pas, mais en tout cas, il y a une tournure d'esprit collectif que nous n'avons pas et qui me semble assez intéressante. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se sacrifier pour le groupe, qui est une notion qui est un peu plus complexe pour nous. Mais ça fait partie de leur tradition et des traditions même sur toute l'Asie. Est-ce que vous croyez en la réincarnation, Bernard Werber? Ça fait plusieurs vies que j'y crois plus. Non, parce que j'aime bien la réincarnation. Vous avez fait des expériences d'hypnose. Oui, en fait. mais moi je fais toutes les expériences possibles. Vous savez, je crois que en tant qu'être humain, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour faire des expériences. Il suffit d'être curieux. Moi, un jour, on m'a proposé de me raconter mes vies précédentes. Alors je me suis calé, j'ai dit allez-y, je vous écoute. C'est comme un enfant auquel on raconte une histoire. Bon, la personne me raconte mes vies précédentes et je trouve ça vachement intéressant. Je lui réponds. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'a priori 99% de la population étaient des paysans qui poussaient la charrue et qui crevaient à 40 ans. Donc ce que vous me racontez, ça a l'air un peu plus rock'n'roll que ce trajet-là. Et elle me dit, donc c'était une femme qui était médium, fait sur 110 vies, vous en avez eu 100 inintéressantes et 10 intéressantes. Donc je vais vous raconter les 10 intéressantes. Mais les 100, vous viviez en effet un boulot nul, à faire une vie nulle, 3 gosses, vous crevez, et puis suivant. C'est-à-dire que c'est comme ça que vivent les humains. Et j'ai éclaté de rire quand elle m'a dit ça. Je dis écoutez, moi je suis un raconteur d'histoires, j'aime qu'on me raconte des histoires, racontez-moi mes vies précédentes, et on verra bien ce qui se passe. Et ce qui m'a amusé, c'est que ce qu'elle a raconté expliquait certains de mes comportements. Et là je me suis dit, bon, vrai ou pas vrai, j'ai quand même un truc à tirer de ça. Vous avez pris note. Vous avez pris des notes. Comme les rêves que vous faites et vous prenez des notes le matin venu. Alors voilà, ma créativité, c'est simple, je prends tout ce qui vient, je discute avec les gens. Durant le cycle des conférences, j'ai pris plein de notes et ça m'a donné plein d'idées. En fait, pour avoir la création, il suffit juste de se nourrir du monde qui nous entoure. Si les gens n'ont pas de création, c'est parce que souvent, ils sélectionnent toujours les mêmes choses. Donc revenant aux mêmes endroits, ils ont les mêmes idées. J'avais lu une étude faite par un yogi indien qui disait 90% des gens pensent tous les jours la même chose et 90% de ces pensées sont négatives. Voilà moi qui me donne à réfléchir. Donc déjà, j'ai envie que tous les jours, j'ai d'autres pensées. Et 2, j'ai envie qu'elles soient positives. Donc je me nourris de tout. À cet instant, c'est moi qui parle. Pourtant, je me nourris du regard des gens, de vos questions. Et je me pose plein de questions pour savoir ce que je vais dire. Donc j'ai le cerveau qui fonctionne. Je suis actif, donc je suis bien. Et vous avez je souhaite ça à tout le monde. Et vous avez eu envie également de savoir ce que les autres portaient en eux, portaient dans leur tête. Vous avez donc ouvert ce blog. Tu me fous en l'air tout mon plan. C'est pas grave. C'est l'adaptation. C'est-à-dire, j'avais dit, bon, je vais vous parler de ça et ça et ça. Mais non, c'est parfait. C'est juste une introduction. C'est pour te rappeler. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire après ? C'est pour te rappeler ton plan. Oui, j'ai créé un site qui s'appelle L'Arbre des Possibles parce que je me suis dit, moi, je m'amuse. En même temps, c'est le titre de cette intervention. De ce voilà. soir, voilà. Non, moi, je m'amuse à penser le futur et je crois que c'est une activité qui rend joyeux. Et je me suis dit, tiens, proposons aux gens de faire ça. Alors, en général, quand on propose de faire ça à l'école, il y a une note qui arrive dessus. Là, sur mon site Arbre des Possibles, c'est simple. On reçoit des propositions de futur, on les lit et c'est celles qui sont originales, qui sont publiées. Donc, on a 2 millions de visiteurs, on a 8000 scénarios, et on a dû en recevoir 80 000 et on a publié 8000. Ouais. Mais 8000 scénarios de futur, ça permet déjà d'avoir une vision de ce que pensent les gens, et je trouvais cet outil intéressant. Mais le drame, ça serait de se résigner en se disant le système fonctionne et je ne peux pas agir dessus. J'ai fait un lien avec la physique quantique. Il y a 3 manières d'aborder le monde. Je fais un lien avec les systèmes d'étoiles.
se dire, tout ce qui se passe, je ne suis pas responsable, c'est Dieu. C'est vachement confortable, comme ça, des gens qui meurent, tout ce qui arrive, c'est Dieu. C'est la première proposition que nous a proposée nos sociétés. La deuxième, c'est l'économie. Tout ce qui se passe, j'y suis pour rien, c'est le marché, c'est les grands, c'est la World Company qui sont au-dessus de moi, et moi je subis le système. Et maintenant, il y a la troisième position, qui me semble la plus intéressante, que je vais appeler l'effet papillon, qui a pour particularité de nous responsabiliser. L'effet papillon, ça dit quoi? Ça dit, vous pouvez agir sur le futur. Un petit battement d'aile, donc l'effet papillon, c'est un petit battement d'aile qui a lieu dans les tropiques, va créer un typhon à Cuba. Ça veut dire très peu de choses peuvent, en se répercutant, avoir énormément d'effets. Et c'est pour ça que j'ai créé l'arbre des possibles, c'est pour vous dire, vous croyez que vous ne pouvez pas influer le futur, détrompez-vous. Si vous mettez sur le site un futur, ce futur est lu par quelqu'un, et ce quelqu'un se dit, tiens, je vais fabriquer ce futur, peut-être que vous allez créer une innovation complète. La seule problématique, c'est l'imagination. Mais je trouve très intéressant cette position de l'effet papillon parce qu'elle nous responsabilise. Et moi, j'adore cette idée. Quoi que je fasse, je change le monde. Même en parlant là, je suis en train de changer le monde. Ça fait du bien d'entendre ça, non? Non. Moi, je trouve ça très rafraîchissant. Dès le moment où on a pris conscience qu'on était responsable et qu'on pouvait changer le monde, il y a une autre notion qui est intéressante à prendre, c'est ça se peut que je me trompe et que j'entraîne des catastrophes, qui est la chose qui nous empêche de changer le monde. Et moi, je trouve que ça vaut le coup de l'accepter. C'est-à-dire, ça se peut que je fasse une connerie qui entraîne des catastrophes, mais c'est pas grave, au moins, c'est mon choix. Le pire, c'est ceux qui se disent, je laisse le monde aux spécialistes, je laisse le monde aux autres, je laisse le monde à ces experts qui se sont succédés ici, parce qu'ils ont l'air de tout comprendre, et moi, je suis un crétin, je comprends rien, puis de toute façon, je peux rien agir, puis de toute façon, dans mon petit boulot, je peux rien faire. Donc, ce côté résignation me semble c'est ce qui permet aux dictatures d'arriver. Oui. Vous savez, le moment où vous dites, ils savent, ils vont faire leur choix, de toute façon, c'est tous des cons, c'est tous des corrompus, c'est des pourris, ils se contredisent les uns. Et là, du coup, on se met hors du jeu. Non, il faut rentrer dans le jeu et dire, ok, c'est quoi le jeu? Le jeu, c'est construire le futur et faire quelque chose de mieux pour les enfants. Ben moi, je propose ça. À ce moment-là, le système vous dit, bon, va te faire foutre, ton idée, elle est nulle. Ah bon, elle est nulle? J'en ai une autre idée à vous proposer. Voilà, ça m'a l'air l'attitude d'une personne moderne, impliquée dans son époque, avec la prise de risque de se tromper, avec la prise de risque de faire les choses mal. Le pire, c'est ne rien faire. En tout cas, ce ne sera certainement pas le cas du public du Lazaret qui, lui, n'a pas l'intention de se laisser déposséder, parce que c'est un public réactif et s'il est là, c'en est la preuve en tout cas. On va vous laisser donc aborder cette belle chose, mais peut-être que Isabelle a une toute dernière question à poser à Bernard. Plein de notes. Non, je trouvais que c'était un peu la réhabilitation de l'utopie, finalement. Que c'est quand même quelque chose. On a entendu dire tout à l'heure. Maintenant, ils n'ont plus la parole. Les autres n'ont plus la parole. C'est fini. Étienne est passé, on est tranquille maintenant. L'utopie, c'est-à-dire un autre lieu. Et j'aime beaucoup la définition, une phrase de René Char sur l'utopie qui dit les plus belles récoltes sont semées dans des sols qui n'existent pas. Elles ignorent la gratitude et doivent tout au printemps. Et je trouve que c'est une des plus belles définitions de l'utopie. Et donc, moi, ce que j'ai envie d'entendre maintenant, c'est finalement les sols qui n'existent pas, c'est à nous de les faire exister. Et le printemps, quel va être notre printemps, finalement, pour le futur qui va venir? Bon. Voilà, Bernard. Bon, vous m'avez foutu en l'air tout mon plan, ce qui montre qu'il ne faut jamais faire de plan. Ça va être le début du film. D'abord, je voudrais compléter quelque chose. Étienne disait que c'était dur de passer en avant-dernier. Donc, passer en dernier, c'est pire, parce que tous les autres ont déjà tout dit. Je voudrais peut-être qu'on applaudisse Jean-Noël, qui a permis cette chose-là. Jean-Noël et Isabelle. Tout à l'heure, je disais qu'en France, on vit beaucoup sur notre passé, donc quand il y a des initiatives pour parler du futur et proposer aux gens de réfléchir sur le futur, ça mérite d'être soutenu, et je crois que vous le soutenez en venant, et je voulais vous remercier aussi d'être là aussi nombreux. Alors, la première chose que je voulais faire, dans les règles d'une bonne conférence, il y a commencé par une petite anecdote. Donc, je commence par une petite anecdote. Je voulais commencer par une petite blague, j'en ai cherché, il n'y en a pas sur le futur, ou alors elles ne sont pas bonnes. Donc, je vais commencer par une petite anecdote. Et cette petite anecdote, c'est en fait une discussion que j'avais avec un ami biologiste qui me disait qu'il venait de mettre au point une technique pour cryogéniser l'homme. Je ne sais pas si vous savez, Walt Disney a été cryogénisé au moment où il était malade. On l'a mis, donc cryogénisé, ça veut dire on le gèle et on va le réveiller plus tard parce qu'on pense que les techniques de médecine auront progressé, que même s'il avait l'air
pratiquement crevé là, on va arriver à le sauver plus tard. Et lui, donc cet ami m'expliquait que la cryogénisation classique ne marchait pas, mais qu'il avait découvert une nouvelle technique de cryogénisation inspirée d'une petite bestiole qui s'appelle le tardigrade, qui est un animal qui s'est resté immobile et sans respirer pendant genre 300 ans, 400 ans, et puis qui se réveille et qui est en pleine forme. Donc ça existe dans la nature, hein. Il existe des moments de blocage et de relâchement. Et il me dit, voilà, a priori, je pense d'ici une dizaine d'années arriver à mettre au point une technique qui permettra à des gens d'être dans un sarcophage, on va dire, conservé, et qu'on réveillera 200 ans plus tard. Et il m'expliquait, par exemple, actuellement, on ne sait pas guérir le cancer, mais dans 200 ans, c'est sûr, on saura, parce qu'on connaît les progrès de la médecine. Et au moment où il m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, parce que je pense que si quelqu'un se réveille dans 200 ans, il risque de ne pas être bien accueilli. Et pourquoi il risque de ne pas être bien accueilli? Parce que j'ai peur que dans 200 ans, on considère que notre génération, on a foutu en l'air un peu la planète, quoi. C'est-à-dire on a pris tout le pétrole, il n'y en a plus pour longtemps, on a pris l'eau douce, on a pris l'air, et puis ça se peut qu'on laisse un truc pour dans 200 ans qui ne soit pas aussi rigolo. Alors ça m'a donné une idée, et j'ai écrit une petite nouvelle. Et la nouvelle, c'était une jeune fille qui meurt maintenant, parce qu'elle qui est mise en cryogénisation maintenant, et qui se réveille 200 ans en se disant « Chouette, homme du futur, voici l'homme du passé ». Et là, à ce moment-là, elle arrive directement, elle est arrêtée, elle arrive directement au tribunal, et là, on fait le procès à travers elle de toute notre génération, et elle doit se légitimer tout ce qui s'est passé actuellement. Ça, c'est une manière de se repositionner dans le temps différemment, qui est très intéressant, ça s'appelle flash forward, c'est-à-dire on se pose devant pour regarder ce qui va se passer et on comprend les enjeux. Et moi, je crois que en écrivant cette scène, ce que je me suis dit, c'est en fait, il faudrait éviter ce procès, et pour éviter ce procès, il faudrait maintenant utiliser, ce que je disais tout à l'heure, un représentant des générations passées qui parle et défende les générations passées. Et je pense à un deuxième élément, un deuxième personnage qui devrait exister aussi à l'ONU, c'est un représentant de la planète. Parce que la planète, pour l'instant, on considère juste que c'est un caillou ou une sphère dure et immobile, mais en fait, à mon avis, c'est pas à mon avis, c'est une intuition très très forte, c'est tiède, ça tourne, ça bouge, à l'intérieur il y a un cœur chaud, ça m'étonnerait que ça soit pas vivant. Alors maintenant, est-ce que ça a une conscience ? Je pense que ça a une conscience. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas trouvé les moyens de communiquer. Et ça m'a l'air plus intéressant de communiquer avec notre planète que communiquer avec des extraterrestres, qui, s'il le faut, sont peut-être des crétins. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors que la planète, elle a déjà montré qu'elle était géniale, puisqu'elle a donné la vie, elle a donné l'intelligence, et surtout, elle a fait un choix que je trouve très étonnant, c'est la biodiversité. Pourquoi elle n'aurait pas créé un poisson, un végétal, un mammifère, un arbre, puis basta? Pourquoi elle a fait un tel foisonnement de systèmes? Et j'ai l'impression que la nature, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des expériences. Un truc ne marche pas, au lieu de l'effacer, elle procède par addition. Et si bien qu'au bout de... Tout à l'heure, on parlait de 4,4 milliards, moi je connaissais 4,7, j'allais dire 4,7 milliards d'années, on est le résultat de ce foisonnement. Vous savez, il y avait plusieurs espèces humaines. Il y en a qui ont disparu. On connaît le Néandertal. Je pourrais aussi vous parler de l'homme de Florensis, c'est-à-dire que c'était un petit homme qui vivait en Indonésie, qui a disparu parce qu'on pense que probablement il y a eu un volcan qui a pété. Mais nous sommes les survivants, nous sommes les gagnants d'une course. Et dans cette course, il y a eu plein de perdants. Et la nature, si elle nous a fait gagner, je pense qu'elle a un projet pour nous. Et c'est ça qui me semble intéressant, c'est de se demander non pas comment nous allons évoluer, mais comment la planète va évoluer de telle manière qu'elle arrivera à nous contacter pour créer cette communication. Donc ça, c'est le thème de Troisième Humanité. Mais dans Troisième Humanité, j'ai aussi développé une idée qui est, dans le futur, on va arriver à devenir plus connectés à nous-mêmes. Pour l'instant, les trois lois d'évolution de l'humanité, c'est l'homme devient de plus en plus grand. Pour nos ancêtres, c'est que les bébés sont mieux nourris, ils prennent du lait. Deuxièmement, l'homme devient plus masculin. Là, c'est plus culturel, c'est parce que l'Inde et la Chine font des échographies. L'Inde, la Chine et une partie de l'Afrique, quand ils font des échographies, qu'ils voient que c'est une fille, ils avortent. Ça agit suffisamment sur la planète pour qu'on bascule vers la masculinisation.
Et donc, plus grand, plus masculin et plus égoïste. Plus égoïste, pourquoi? Parce qu'on est en phase de crise. Et en phase de crise, on se dit d'abord je sauve ma peau et ma famille, et puis les autres, ils n'ont qu'à crever. Ce qui est un réflexe naturel de période de crise. Et dans Troisième Humanité, ce que je voulais dire, c'est que moi je vois un autre futur, et cet autre futur, c'est on va aller vers plus de féminisation, plus de un rapetissement et une solidarité. Pourquoi? Parce que précisément, comme je disais tout à l'heure, c'est le choix qu'ont fait les fourmis, et ça m'a l'air aussi le choix d'espèces qu'on ne pourra pas éviter. Je ne sais pas si vous le savez, le sperme contient... le sperme avec les gamètes féminines est plus solide que le sperme avec les gamètes masculines. Et là, on voit une raréfaction de ce sperme, une fragilisation. Donc, naturellement, s'il n'y avait pas cette histoire d'échographie d'avortement, naturellement, on devrait aller vers une féminisation de l'espèce. Mais cette féminisation est bloquée par des phénomènes culturels. Donc, Troisième Humanité raconte une évolution de notre espèce pour aller vers la féminité, pour aller vers une taille plus basse. Alors pour aller vers une taille plus basse, c'est dû à une autre observation, c'est que chaque fois qu'il y a des problèmes, les espèces rapetissent. Par exemple, actuellement, on s'aperçoit que l'eau des océans devenant plus acide, la plupart des poissons et des espèces réduisent de taille. Il y a même une adaptation, à un moment on pensait qu'il y avait une adaptation des poissons pour passer entre les mailles des filets. Vous dire à quel point la vie n'arrête pas de bouger, n'arrête pas de s'adapter. Et enfin, plus solidaire, parce qu'il me semble qu'au final, qu'on le veuille ou pas, on ne pourra pas toujours faire les choses que pour soi, pour sa pomme. Il y a un moment, notre intérêt personnel consiste à être bien avec les autres et à faire que les autres soient en un état non agressif et en phase avec nous. Donc, moi je vis cette utopie, je ne sais pas où est Isabelle, mais je crois réellement qu'il y aura un moment où nous pourrons tous vivre connectés et concernés par les problèmes des autres, et pas juste dans « c'est notre petite chapelle, et là on met un mur, et puis si vous nous faites chier, on tire à partir du mur ». Ça ne peut pas être tenable sur une longue période. Par contre, on ne peut pas non plus avoir... Et là, je crois que je contredis aussi d'autres conférenciers. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une croissance démographique exponentielle. Donc, ce que j'espère de tous mes voeux, c'est une humanité apaisée, une humanité connectée, une humanité responsable, mais une humanité aussi autolimitée, parce que toutes les espèces animales s'autolimitent. Il n'y a que l'homme, parce que jadis nous avons eu des problèmes de mortalité infantile, on a pris des habitudes culturelles et traditionnelles dans certains pays de faire beaucoup d'enfants, et du coup on se retrouve avec une humanité qu'on n'est pas sûr de pouvoir nourrir, en tout cas on n'est pas sûr de pouvoir offrir à 10 milliards d'êtres humains une voiture, une télé, un réfrigérateur et tout le confort à l'américaine. Et dans ce cas, on risque d'avoir des problèmes. Alors, je vais essayer de me rappeler de mon plan. Je disais tout à l'heure que j'imaginais cette jeune fille projetée dans le futur qui faisait un procès. Et arrive une question, c'est sommes-nous condamnés à reproduire sans cesse les mêmes erreurs ? Et comment faire pour sortir du cycle d'erreurs? Si on regarde l'histoire, il y a des cycles qui se reproduisent. Et c'est comme si une génération avait oublié les conneries qu'avait fait la précédente. Par exemple, ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale avaient peut-être oublié ce que faisaient ceux qui ont fait la première, qui eux-mêmes avaient oublié, il y avait 1870, encore avant, il y avait... C'est comme si chaque année, c'est le temps de l'oubli, ça recommence. Donc peut-on sortir de ce cycle de malheur? Et aussi, l'autre idée, c'est peut-on créer des systèmes où l'individu puisse s'exprimer librement. Parce que tout le monde parle de liberté, de démocratie. En fait, je ne suis pas sûr que tout le monde veuille la liberté et la démocratie, parce que liberté et démocratie, ça veut dire vous devenez responsable. Et vous devenez responsable, ça veut dire que si ça merde, on peut vous faire des reproches. Alors, je vais vous donner... je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai rencontré deux avec les animaux, parce qu'avec les animaux, on comprend mieux, je trouve, les comportements humains. La première, c'est celle des chimpanzés. Bon, ceux qui l'ont déjà vu dans mes livres, vous bouchez les oreilles. Pour les autres, je vous la raconte en direct. Donc, c'est une expérience qui a été faite aux États-Unis pour comprendre les comportements de groupe chez les chimpanzés. Et on utilise une échelle, donc c'est une grande cage. Il y a une échelle, et sur le haut de l'échelle est posée une banane. Donc, on met dedans 6 chimpanzés. Le premier chimpanzé monte sur l'échelle pour prendre la banane, et à ce moment-là, alors qu'il arrive en haut, il y a un jet d'eau froide qui lui arrive et qui le fait tomber de l'échelle. Le deuxième chimpanzé fait pareil, il se fait lui aussi dégommer par le jet d'eau froide, le troisième pareil, le quatrième pareil, le cinquième pareil, sixième pareil. Donc les 5 chimpanzés sont là, en train de regarder la banane, et ils se disent, bon, on ne peut pas y aller, il y a un problème avec cette eau froide. À ce moment-là, on prend un chimpanzé mouillé,
on le sort et on fait rentrer par la porte un chimpanzé sec. Le chimpanzé sec voit l'échelle, il voit la banane, il fonce vers l'échelle, et à ce moment-là, les mouillés veulent lui éviter l'expérience du jet d'eau froide et ils le bloquent. Et le sec ne comprend pas pourquoi on le bloque, donc il finit par se battre, et finalement, les 5 chimpanzés, je vais laisser passer l'avion rempli de chimpanzés, et finalement les 5 chimpanzés vont se retrouver à casser la gueule à celui qui était sec. Et celui qui était sec, il ne sait pas, vu qu'il n'a pas fait l'expérience du jet d'eau froide, il ne sait pas pourquoi on lui a cassé la gueule. Tout ce qu'il sait, c'est je suis arrivé, je voulais la banane, on ne me laisse pas prendre la banane. À ce moment-là, on enlève un autre chimpanzé mouillé et on le remplace par un autre chimpanzé sec. L'autre arrive pareil, il voit l'échelle, il voit la banane, et à ce moment-là, tous les chimpanzés qui sont là, les 5, arrivent et l'empêchent d'avancer. Si ce n'est que le sec, lui, il ne sait pas pourquoi on l'empêche, mais il fait comme les autres. Voilà. Donc, on a un deuxième chimpanzé sec qui s'est fait péter la gueule et qui ne sait pas pourquoi, mais ce qu'il sait, c'est qu'il ne peut pas atteindre la banane. On fait pareil avec un troisième, avec un quatrième, avec un cinquième. Et au final, on a 5 chimpanzés secs qui se sont tous fait casser la gueule en arrivant et qui ne savent pas pourquoi, qui ne regardent même plus la banane. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils sont devant la porte et ils attendent qu'on mette un nouveau chimpanzé pour lui péter la gueule. C'est ça la force des traditions. Je voulais vous la raconter parce que ça m'a rappelé quand je travaillais Nouvelle Obs. C'était ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne savait plus pourquoi on travaillait, mais ce qu'on savait, c'est que s'il arrive un nouveau, on lui pète la gueule. Peut-être que vous l'avez vécu dans vos propres entreprises. Et pourquoi ce schéma a été posé pour l'espèce des chimpanzés, plus largement pour les hominidés, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a un système qui s'appelle la tradition, qui empêche de voir les bananes sur les échelles, parce qu'évidemment, pour que le gag soit complet, si un des singes secs allait sur l'échelle, il ne se prendrait évidemment pas de jet d'eau et il pourrait manger la banane. Ce qui veut dire aussi, je vois une autre allégorie dans cette histoire, c'est qu'on a oublié la motivation de base. Je pense que surtout dans les grandes entreprises, les gens qui rentrent, la première chose qu'on leur demande, c'est faites comme les autres. Et après, on leur dit, attendez, c'est vrai, l'entreprise, elle produit telle chose, oui, c'est vrai, bon, ça peut être une passion. Moi, je me rappelle, quand j'étais au Nouvel Observateur, je suis rentré, j'étais passionné de journalisme. Vers la fin, j'étais juste en train, comme tous les autres, de me dire, bon, alors c'est qui fait les nouveaux complots, là, et c'est qui va être viré, et au bout d'un moment, je me rappelais même plus pourquoi je faisais ce métier. Et donc, j'ai fui en allant tout le temps sur le terrain, et essayant de faire du reportage, mais c'était une forme de fuite, parce que je savais qu'au sein de l'entreprise, il n'y avait aucun épanouissement possible, il y avait juste des gestions pour savoir qui fait des complots. Alors, quand j'étais au Nouvel Observateur, justement, j'ai fait un reportage extraordinaire qui est le deuxième qui pourra nous expliquer, enfin qui à mon avis explique nos comportements et notre part d'animalité que nous devons surmonter. Et ce deuxième reportage, c'est un ami qui s'appelle Didier Dessort, qui est à l'Institut du comportement animal de Nancy. Et il a fait un truc extraordinaire. Il voulait étudier comment les rats nagent sous l'eau pour essayer de comprendre comment dans les égouts ils arrivent à remonter dans les éviers. Donc ça n'a rien à voir. Donc il avait mis au point un système où dans une cage, il mettait 6 rats et il y avait un tunnel qui allait sous l'eau. Après il fallait nager sous l'eau et il y avait un distributeur de croquettes. Donc il met 6 rats dans la cage, le bassin, distributeur de croquettes. Qu'est-ce qui se passe? Un premier rat va sous l'eau, il nage, il prend la croquette dans la bouche. Le système fait qu'il ne peut pas remonter, donc il ne peut pas reprendre de l'air. Donc il nage sous l'eau en apnée, et au moment où il arrive à l'entrée, il y a un autre rat qui lui enfonce la gueule jusqu'à ce qu'il lâche la croquette. On va dire à ce moment-là, Didier, il a appelé celui qui lui enfonce la gueule, pas le dominant, l'exploiteur. L'exploiteur, celui qui est allé chercher la croquette et qui ne l'a pas mangé, l'exploité, et il s'aperçoit donc que ça se reproduit 2 fois. Donc il y a 2 exploiteurs, 2 exploités. Après, il y en a un qui voit le système, il va sous l'eau, il va chercher la croquette, et au moment où les autres l'attendent pour lui faire lâcher la croquette et la lui piquer, il passe en force, et il arrive à manger la croquette qu'il est allé chercher. Donc celui-là, il l'appelle l'autonome. Et le dernier n'arrive pas à nager sous l'eau parce qu'il a la pétoche. 2, il n'arrive pas à gérer le truc. Et ce qu'il fait, c'est qu'il mange les miettes que laissent les autres. Et il arrive à se nourrir. Et celui-là, il l'appelle le souffre-douleur. Donc, 2 exploiteurs, 2 exploités,
un autonome, un souffre-douleur. Et ce qui se passe, c'est que quand par exemple, les exploiteurs voient le souffre-douleur, ils lui donnent un coup, mais tous les autres, quand ils voient le souffre-douleur, ils donnent un coup. Et les exploiteurs, de temps en temps, donnent une petite baffe aux exploités pour leur rappeler que c'est des exploités et qu'il ne faudrait pas qu'ils veuillent se prendre pour des autonomes. Vous suivez jusque-là? C'est bon? Ça vous rappelle aussi des souvenirs? Mais là où ça devient étrange et passionnant, c'est qu'il a pris tous les exploiteurs et les a mis dans une cage. Donc, il a pris plusieurs cages. Il a pris les deux exploiteurs de chaque cage. Il a fait une cage de 6 avec que des exploiteurs. Ils se sont battus toute la nuit et le lendemain, il y avait 2 exploiteurs, 2 exploités, un souffre-douleur, un autonome. Il a pris pareil, tous les exploités se sont battus toute la nuit. Le lendemain, il y avait pareil avec les autonomes et pareil avec les souffre-douleurs. Et là, il dit, bon, ben, ça a l'air lié à l'espèce rat. Quand il y en a 6, il y a 2 exploiteurs, 2 exploités, un souffre-douleur, un autonome. Ça, moi, ça m'a donné vachement à réfléchir. Parce que je me suis dit, là, par exemple, dans tous les débats qu'on avait vus avant, il y avait les méchants riches qui étaient pas gentils du tout et les pauvres exploités qui s'en prenaient plein la gueule. Mais si on réunissait tous les exploités dans un coin et qu'on leur disait, bon, ben maintenant, on vous donne les mêmes outils, est-ce que vous croyez vraiment que tous les exploités vont se dire, attendez les gars, entre exploités, maintenant, on va pas tomber dans le même panneau qu'ont fait les exploiteurs, on va être tous hyper sympas entre nous? Je crois pas. Et si je regarde les révolutions, que ce soit communistes en Russie, en Chine ou à Cuba, ça a juste changé le nom des exploiteurs. Ils ont mis un autre costume et puis ils ont changé le drapeau. Mais au final, il y a toujours des exploiteurs, des exploités souffre-douleur. Et Didier Dessort a poussé un peu plus loin l'expérience. Il a mis une cage avec 200 rats. Et il m'a dit, toute la nuit, ça a fait du bruit là-dedans. Et le lendemain, il y avait des super exploiteurs qui ne se donnaient même pas la peine de terroriser en dessous. C'est-à-dire qu'ils déléguaient la terreur à des barons en dessous, qui eux-mêmes faisaient faire le travail par des comtes en dessous, qui faisaient faire ça par des chevaliers en dessous, qui eux-mêmes retransmettaient à une catégorie d'exploiteurs en chef, d'exploités en chef, puis des sous-exploités, puis des sous-sous-exploités. C'est-à-dire qu'ils avaient complexifié les couches parce qu'ils étaient nombreux. Mais là où ça devenait encore plus surprenant, c'est que le seul fait d'augmenter le nombre de rats dans la cage avait entraîné qu'il y avait 3 rats crucifiés. C'est-à-dire qu'ils les avaient accrochés dans le grillage et ils leur avaient entièrement enlevé la peau. Comme si le fait d'augmenter le nombre de personnes augmente non seulement les niveaux d'hierarchie, mais augmente le niveau d'atrocité sur les derniers. C'est pour ça que moi, la surpopulation, ça ne me plaît pas. Je la sens pas bien venir. Et je crois qu'un système harmonieux dans lequel tout être humain qui naît a droit à être nourri, aimé et éduqué, c'est plus sympa qu'un système où il y a plein d'enfants qui sont laissés à eux-mêmes et puis on dit ils vont se démerder. Mais ça doit être, c'est pas politiquement correct de dire ça, mais je crois que chez les animaux, en tout cas, ça marche comme ça. Quand il y en a peu, ils sont bien éduqués, ils sont maîtrisés, ils sont nourris et ils s'épanouissent. Et quand il y a beaucoup de monde dans un endroit étroit et qu'il n'y a pas assez de matières premières, on finit par se foutre sur la gueule. Donc, les chimpanzés, les rats, et je me suis dit, quel exemple animal peut-on trouver qui ne tombe pas dans ce panneau-là? Et en effet, c'est les fourmis. Alors chez les fourmis, c'est un système que je définirais par République des bonnes idées. La République des bonnes idées, c'est tout l'ensemble des individus sont en permanence en train de chercher une manière de faire que la communauté fonctionne mieux. Au moment où ils font ça, ils s'en foutent de leur gueule. C'est pour ça que si vous en chopez une, en fait, la fourmilière s'en fout. Et elle-même, si vous l'écrasez, elle ne se dit pas « Oh, quelle horreur, voilà mon destin qui s'arrête aujourd'hui. » Et oh, quelle horreur, une semelle en pleine gueule, c'est ainsi comme ça que je termine. Non, elles sont dans « Je m'en fous de crever, de toute façon, la collectivité fonctionne. » Et cette réalisation dans le groupe me semble une évolution. Et en tout cas, c'est un système qui est victorieux puisqu'il s'est adapté à tous les milieux. Et alors, il y a 3 jours, j'ai découvert un truc extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la fourmi d'argent. C'est le seul animal qui arrive à survivre dans le Sahara à des températures pratiquement proches de l'eau qui bout. Et leur technique est assez... D'abord, l'espèce elle-même a muté pour devenir extraordinaire. Ça s'appelle fourmi d'argent, c'est que toute la carapace est argentée comme du miroir pour refléter le soleil. Comment une espèce a pu s'adapter à ce point? Ensuite, elles ont des pattes très hautes
Et avec ces pattes très hautes, elles font un système d'accélération qui est supérieur à celui du guépard. En fait, c'est la forme de vie en rapport taille-vitesse qui va le plus vite. Je crois que ça correspondrait à du 150-200 km/h quand elles foncent, pour ne pas se brûler les pattes sur le sol bouillant. Et quand vraiment elles n'arrivent pas à se nourrir, à trouver la nourriture, il y en a une qui va aller donner un peu de nourriture, qui va aller chercher la nourriture, mais vu qu'elle se brûle les pattes, elle va transmettre ça à une autre, qui va elle-même transmettre ça à une autre, et elles vont toutes mourir, mais pour transmettre la nourriture à la fourmilière. Et cette espèce vit dans un milieu où, je vous dis, le sol est pratiquement bouillant, et c'est la seule espèce. Donc, ça veut dire que la collectivité, ça permet de résoudre des problèmes a priori insolubles. Je ne sais pas quels vont être les problèmes auxquels vont être confrontés nos petits-enfants, mais c'est sûr qu'avec un système d'entraide, on y arrivera mieux que si c'est chacun qui essaie de marcher sur le sol bouillant et qui n'y arrive pas et qui crève. Voilà. Ça, c'est pour rappeler qu'au début, nos ancêtres vivaient dans la peur du futur. Alors, j'ai situé quand même le commencement du futur. La plupart des animaux vivent dans le présent. C'est-à-dire qu'ils voient de la nourriture, ils mangent. Ils ne se disent pas « demain, ça se peut que je crève ». Ils ne se disent même pas « qu'est-ce qui va m'arriver le mois prochain ou l'année prochaine ». Ils vivent dans il y a quelque chose, je le mange, il y a une femelle, je fais l'amour, il y a un territoire, je l'occupe, on me fout dehors, je m'en vais, il y a un prédateur, je m'en vais. C'est comme ça que vivent la plupart des animaux. Quand c'est que l'homme a commencé à prendre conscience du futur, à mon avis, c'est une discussion que j'avais eue avec un ami qui étudiait la préhistoire, il me disait c'est au moment où on a commencé l'agriculture. Pourquoi l'agriculture ? Parce que tout d'un coup, on s'est aperçu que quand on met une graine, il se passe quelque chose dans le futur qui va être vachement bénéfique pour nous. Et cette chose-là, ça devient une projection permanente du futur. De la graine est né les calendriers, est née l'observation de la nature, est née la compréhension de l'écoulement du temps qui joue en faveur de l'homme. Tout d'un coup, l'homme non seulement ne fait plus que subir les hasards de la rencontre avec des fauves ou avec, je sais pas, une météorite ou n'importe quoi, tout d'un coup, il est dans le futur, je le domine, puisque je peux dire que l'année prochaine, il va y avoir une récolte, et grâce à cette récolte, je vais pouvoir nourrir des enfants, et donc il peut enfin se projeter dans le futur. Mais le fait de se projeter dans le futur entraîne un problème, c'est que tout d'un coup, l'homme, s'il regarde dans le futur, il voit sa propre mort. Pourquoi l'animal est décontracté ? Parce que lui, non seulement il vit dans le présent, mais en plus il s'en fout de sa mort, puisque pour lui c'est quelque chose qui va arriver, sur lequel il ne peut pas agir. Mais si jamais vous voyez que la graine va donner un arbre, qui va donner un fruit, mais que l'arbre va mourir, le fruit va tomber, ou le temps va avoir un effet mortel sur la vie, vous dites, mais ça va avoir un effet mortel sur moi. Et dès le moment où l'homme a vu dans le futur sa mort, il a commencé à paniquer, d'où cette image. Je ne me rappelle plus quelle est la suivante, donc pour l'instant on va laisser ça. Dès le moment où il a commencé à paniquer sur sa mort, est apparu un autre truc qui s'appelle la religion. C'est-à-dire qu'il y a un type qui a dit « Ah bon, t'as peur de la mort ?» Ben, je vais t'expliquer. La mort, c'est un passage, et après il y a autre chose. Et cette idée a dû venir tout simplement de l'observation de la nature, puisqu'on a vu qu'au moment où l'arbre meurt, il perd toutes ses feuilles et tous ses fruits et tout ce qu'il porte, et puis passe l'hiver, et les fruits réapparaissent, les feuilles réapparaissent, le printemps rapporte la vie. Donc de l'observation de la nature est venue l'idée que notre mort était peut-être une transition. Et ça, c'est les religions qui ont commencé tout d'un coup à nous apaiser sur le futur. En même temps que la religion, sont apparus en arrière. En arrière. Ça, c'est le temple de Delphes. Sont apparus une sorte d'organisation industrielle de la gestion du futur. Il faut voir que le temple de Delphes, c'était encore mieux que Lourdes. Il y avait une énorme industrie de la prévision du futur, c'est-à-dire que sur toute la route, il y avait des gens qui faisaient des augures en regardant les tripes des poulets, tous les trucs, tout ce que vous voulez, interprétant les rêves. Ça, c'était les trucs pas chers. Et au fur et à mesure qu'on avait des moyens, on avait accès à la Pythie. Et la Pythie, qui venait en mangeant, en marchant, c'était une femme qui poussait des cris. Et il y avait d'autres types à côté qui interprétaient ces cris. Et c'est comme ça que, notamment, Alexandre le Grand, on lui a prédit qu'il allait être le plus grand roi et le plus grand conquérant de l'Antiquité.
Donc, il faut voir une chose, c'est que ça a l'air de la superstition, la religion, ça a l'air inutile, mais les peuples qui avaient la religion et les peuples qui avaient la superstition, ils étaient avantagés sur ceux qui étaient juste dans la logique scientifique ou dans l'observation, parce qu'ils se disaient, il y a quelque chose de plus fort que nous, qui est avec nous et qui fait qu'on va gagner et qu'on va les niquer ceux d'en face. Et ça a suffi à une époque à changer énormément le cours de l'histoire, d'où le succès de ces mécanismes-là. Donc le temple de Delphes, c'est très joli si vous voulez aller voir. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui me disait qu'il avait vu ça. L'image suivante. Alors ça, voilà, on va approcher de mon sujet. Ça, c'est le passé du futur. C'est l'iPhone de l'époque. Le futur n'est plus ce qu'il était, mais le futur, cette image date de 1900. C'est-à-dire qu'en 1900, ils avaient prévu qu'en l'an 2000, on aurait ça. Mais voilà comment ils le visualisaient. Comme vous voyez, une antenne sur le chapeau. Il faut dire qu'à l'époque, tout le monde portait des chapeaux. Maintenant, il y a beaucoup de chapeaux. Et un petit sac à dos, et on parle dedans. Première vision du futur de 1900. Tu peux en mettre une autre? Ça, c'est l'école. Alors, je vous explique le principe. Vous mettez les livres dans le hachoir à droite. Il faut qu'il y ait un élève assez servile qui tourne la manivelle. Et il y a du jus de livre qui rentre directement dans les cerveaux grâce au petit casque. Et c'est écrit en l'an 2000. On n'en est pas loin. Hein. Si ce n'est qu'il n'y a plus de livres. Et puis que les élèves ne se tiennent pas comme ça. Image suivante. Alors ça, c'est le futur aussi tel qu'il devait être. C'est-à-dire on prend tous notre petit avion pour aller faire nos courses. Et de temps en temps, on a envie d'un petit casa. Hop, on plane vers le service du snack et on se nourrit. Il y en a encore une autre? Non? Voilà. Alors ça, c'est encore des visions du futur, du passé. Tout ce qui a été inventé, tout ce qui peut être inventé a été inventé. Et cette phrase est due à Charles H. Duell, directeur du bureau des brevets des États-Unis 1899. Il faut dire qu'à chaque époque, on est très content de nous et on se dit qu'il ne peut rien avoir de mieux devant. Donc ce monsieur, en tout cas, a eu l'assurance de prononcer la phrase qu'il fallait prononcer. Suivante. Qui donc veut entendre parler les acteurs? Donc cette phrase, et tu peux lancer, est due à M. Warner, qui pensait que le cinéma muet était forcément l'avenir du cinéma. 1927. La télévision est une technologie sans avenir. Lee de Forest, inventeur du tube cathodique. En plus, c'est le mec qui invente le système qui considère que ça n'a pas d'avenir. Hein. Vous allez voir, il y en a d'autres après. Suivant. Thomas Watson, PDG d'IBM, 1943. Les ordinateurs, c'est tout au plus un marché mondial pour 5 ordinateurs. Et suivant. Bientôt, tout le courrier de New York à l'Australie sera envoyé par des missiles guidés. Arthur Summerfield, directeur de la Poste US, 1959. On s'approche de notre époque et vous voyez, il y a des grandes idées qui malheureusement n'ont pas été suivies. Il y en a encore? Non, il n'y en a plus. Voilà, reviens en arrière. Donc, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est il y a quand même des gens qui, en 1900, se sont autorisés à penser le futur. Et ça m'a donné envie de me dire comment fabriquer un outil pour penser presque scientifiquement le futur. Alors, l'une des premières idées, envoie Cyril, ça a été un article que j'ai écrit sur le jeu d'échecs. Le titre exact, c'est Comment battre son Mac. C'est pas moi qui trouvais le titre. Hein. J'ai dit c'est une honte ce titre, mais là c'est bien, on le voit bien. Et tu peux avancer encore. Donc j'étais en festival de Cannes des Jeux, et tout d'un coup venaient d'apparaître les premiers systèmes de jeux d'échecs informatiques. Maintenant c'est banal, vous en avez sur votre iPhone, mais à l'époque c'était assez spectaculaire. Et il y a eu ce match entre Boris Kasparov et Deep Blue, et c'était vraiment le moment où on allait savoir est-ce qu'un robot, une machine, un programme pouvait être meilleur qu'un humain. Alors, il faut savoir qu'un humain, quand il joue aux échecs, il prévoit 6 coups. Vas-y, avance, voilà. Et 6 coups, je vous expliquer ce que c'est. Si j'avance ce pion, un coup, l'autre va avancer ce pion, 2 coups. Donc alors moi, je vais faire ça. Je sortir mon cheval, et lui, il va sortir son fou, 4 coups. Et à ce moment-là, peut-être je pourrais dégager ma tour. Et lui, à ce moment-là, normalement, il devrait me bloquer avec son pion. Ça, c'est 6 coups. Comme vous voyez, le nombre de combinaisons sur 6 coups est énorme. Et ça veut dire déjà qu'il y a un travail cérébral assez important. Mais comment fonctionne l'être humain? Il ne va pas explorer
toutes les possibilités de 6 coups devant, il va explorer que les plus probables et que celles qui sont intuitivement les meilleures. Comment fonctionne l'ordinateur? Vas-y. L'ordinateur fonctionne avec une profondeur de 15 coups. Enfin, à l'époque où il y avait cette rencontre entre Kasparov et Deep Blue, maintenant ça doit être encore beaucoup plus fort. 15 coups, c'est-à-dire qu'il prévoit, s'il fait ça, je fais ça, il va faire ça, je vais faire ça. Et ça s'appelle un scénario. Et ce scénario, il lui met une note. Quel intérêt pour moi de faire cet enchaînement? Mais l'ordinateur, lui, des scénarios sur 15 coups, il va en produire 400, 500. Et sur les 500, ils ont toute une note. Et il va prendre celui qui a la meilleure note. Et c'est comme ça que réfléchit un ordinateur. Et je me suis dit, mais c'est comme ça qu'on pourrait faire de l'aide à la décision pour nos politiciens, pour tout. C'est-à-dire un système qui prévoit les réactions de chaque action et qui donne une probabilité de réussite ou pas. Après, on fait ce qu'on veut. À partir de là, j'ai fait une nouvelle où j'ai inventé une machine qui s'appelle l'arbre des possibles, qui est juste une application du jeu d'ordinateur à la vie civile, c'est-à-dire une sorte d'explorateur de toutes les potentialités et de tous les futurs possibles. Et je me suis dit juste, décrivons cette machine, peut-être qu'un jour quelqu'un aura envie de le faire. Puis personne n'a eu envie de le faire, alors j'ai créé un autre truc. Suivant, voilà, j'ai fait un site, et ce que j'ai dit, c'est bon, on ne va pas utiliser l'ordinateur, je ne vais pas faire l'intelligence artificielle, en fait, on va utiliser l'intelligence collective de ceux qui ont envie, et j'ai créé un site qui s'appelle l'arbredespossibles.com, et sur l'arbredespossibles.com, en fait, ce que je dis, c'est, vous êtes capable de voir le futur, c'est juste que vous vous y êtes jamais autorisé, ou vous avez peur d'être ridicule, ou, en fait, vous en foutez, je ne sais pas, mais enfin, j'ai envie de dire, réfléchissons ensemble sur le futur, au lieu de laisser ça aux mains des experts qui souvent ne sont experts en rien. Enfin, ils sont juste suffisamment experts pour impressionner les autres experts. Donc c'est un système en boucle. Moi, je suis pour la démocratisation de la futurologie, et en tout cas pour la démocratisation des horizons futurs. Et plus il y aura de gens qui se mettront à imaginer le futur, et surtout des futurs originaux, plus on aura de chances d'en trouver des sympas. Donc comme je vous disais, il y a à peu près 60% d'optimistes et 40% de pessimistes. 2 millions de spectateurs, 80 000 scénarios reçus et 8 000 publiés. En fait, c'est Sylvain Timsit, qui est mon webmaster, qui fait ce travail. Moi, j'ai planté la graine. Lui, c'est le jardinier. Il entretient l'arbre. Et surtout, il a la patience de lire tous les scénarios. J'ai pas que ça à foutre. Et c'est regroupé par thème. Alors, on peut rentrer dans les thèmes. Vas-y. Plongeons dans l'arbre du futur. C'est quoi, ça? Bon, enfin, ouais, c'est illisible. Vas-y, zoom encore. Ouais, un quart des futurs interactifs. Vas-y encore. Voilà, découverte scientifique, avancée technologique, mouvement culturel philosophique, mutation économique et politique, évolution géopolitique et démographique, événements écologiques exogènes. Événements exogènes, c'est les astéroïdes, c'est les extraterrestres, c'est je sais pas, le soleil qui explose, enfin toutes ces choses-là. Allons-y. Donc, par exemple, le système fonctionne avec des branches et c'est regroupé par enchaînement. C'est-à-dire que c'est pas juste les flux posés comme ça en vrac. Ils s'organisent les uns avec les autres, ils se répondent les uns avec les autres. C'est-à-dire que les gens qui viennent sur l'arbre des possibles, s'ils voient une idée, ils peuvent... Vas-y, lance, je crois que c'est ça. Voilà. À partir d'une idée, ils peuvent se répondre les uns les autres. Par exemple, là, c'est l'exploration spatiale. Et si les voyages interplanétaires à la vitesse de la lumière devenaient possibles, alors ça entraînerait contamination biologique d'autres planètes, voyages spatiaux en hibernation. Et là, il met 2000 ans au-dessus de l'espace. Et tout ça, c'est des gens qui se sont parlé, qui ont regardé chacun le futur proposé, qui ont interagi. Vas-y Cyril, fais péter les futurs. Le futur de la société, il y a de belles images, hein, quand vous ennuyez aussi. Suivant. Et si un nouveau mai 68 mondial avait lieu, on y est déjà. Donc, je vais vous lire ce qu'a écrit la personne. Lorsque la rigidité et le conservatisme étouffent le rêve de liberté, lorsque les gouvernants se coupent des gouvernés, le blocage de la société augmente, la probabilité d'un mouvement social de grande ampleur, une mondialisation citoyenne est en train de naître en réponse à la mondialisation marchande sur la base de revendications universelles, la sauvegarde de la planète et le respect de l'homme. Donc, c'est en effet un peu utopiste, c'est un peu sympa, mais ça a le mérite d'avoir été écrit, et puis ils se répondent entre eux. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Et si on décidait de placer l'intérêt de l'être humain et de l'ensemble du vivant avec l'intérêt avant l'intérêt économique. Vous devez le lire mieux que moi parce que moi je suis un peu près. Mais enfin, ce que je veux dire, vous voyez rien? Vous voyez si un nouveau mai 68 avait lieu? Bon, vous pouvez vous approcher.
Non, mais l'idée, c'est que c'est un lieu de... En fait, c'est un sorte de Wikipédia à la prospective. Vous avez des idées, vous voulez les poser, et puis voilà. Vas-y. Et si on instaurait le crime contre la planète, bon, ben, on y était tout à l'heure. Et si on supprimait l'argent, je crois que c'est en train de se faire, il y a des nouvelles monnaies qui apparaissent. Alors, on les met dessus, et puis voilà. Ça y est, ça existe. Et si le troc remplaçait l'argent, et si le troc ne changeait rien au problème, c'est une réponse. Et après, il y a quoi? Bon, c'est la dernière? Ouais. Bon, bah, 2 millions de visiteurs, c'est le chiffre, un chiffre, 60 000 scénarios reçus. Bon, on a 80 000 maintenant, et 8 000 scénarios publiés. Par contre, on a toujours 8 000. Reviens en arrière. Ah oui, bon, on peut laisser en fond, ça occupe. Ce que j'allais vous dire, c'est donc moi ce que je propose, c'est une sorte de démocratisation de la futurologie. Mais ce que j'avais envie de faire, c'est de faire une expérience avec vous. Je ne sais pas si on a le temps. Je ne sais plus où sont. J'ai un flash dans la gueule, donc je ne vois pas bien les responsables. On a le temps? Bon, d'abord, est-ce que vous en avez envie? Qui c'est qui n'en a pas envie? Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous proposer en direct pendant, je sais pas, quelque chose qui va correspondre à 2 ou 3 minutes, donc c'est rapide, une sorte de petit rêve éveillé dans lequel vous allez entrevoir chacun un futur. Après, ceux qui voudront en parler, en parleront. Les autres qui ne veulent pas en parler, ils n'en parleront pas. Mais en tout cas, qu'on essaie de voir si c'est possible. J'ai jamais fait, hein. Ça se peut que ça se plante. Ça fait partie des risques. Je vous ai dit, dès le moment où on fait des choses, on prend des risques. Alors, on va procéder d'une certaine manière. Pour ceux qui veulent. Alors, ceux qui ne veulent pas, je vous demande juste de ne pas déranger ceux qui le font. Première chose que je vais vous demander, vous allez voir, c'est pas grand-chose, ça va consister à décroiser les jambes. Vous voyez, pour l'instant, tout va bien. La deuxième chose, vous voyez, on va vivre un peu dans le présent. C'est, vous allez prendre conscience de... Est-ce que vous avez des choses qui vous serrent? Genre des ceintures ou des chaussures qui grattent ou des trucs comme ça. Je vous demande de prendre conscience de ça parce que des fois, il y a un truc qui vous fait mal et puis on est comme ça à regarder toute la conférence, on n'est pas concentré et ça... D'ailleurs, je vais vous donner un petit conseil, c'est enlever vos chaussures. Je le fais. Et il y a un truc qui est très agréable, c'est mettre ses pieds en contact avec l'herbe. Et ici, l'herbe est particulièrement moelleuse. Ça fait partie de la vision du futur, hein. Reconnectez-vous à votre planète, ça vous fera du bien. Je sais, ça prend du temps d'enlever les chaussures. Il y en a qui ont des lacets compliqués. Il y en a qui sont venus. Donc, l'idéal, je vais expliquer, c'est pour bien voir le futur, il faut faire ça, c'est que vous vous tenez bien. Alors, je vais expliquer comment on fait pour se tenir bien. Je me l'explique à moi-même aussi. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est mieux. Je vous explique pourquoi. Quand vous tenez droit, par contre, il faut un peu de confort quand même, donc vous pouvez vous avachir un peu. Mais quand vous tenez pas avec les vertèbres pincées, ça libère l'ensemble du système. D'accord? Bon, ben au moins, vous allez vivre un truc. Donc, plus rien qui sert, vous êtes bien? Ok, je rappelle ceux qui ne veulent pas faire l'expérience, qui sont non pas des climato-sceptiques, mais des rêvo-sceptiques. Je leur propose de ne rien faire, juste de ne pas déranger les autres. Alors, je vais le faire avec vous d'ailleurs. Donc, on va fermer les yeux. À 3. 1, 2, 3. Maintenant, on va aller vite, on ne va pas perdre de temps. Vous allez imaginer que vous décollez et que vous arrivez sur une île. Cette île, c'est votre île. Et sur cette île se trouve une maison qui est votre maison. Vous allez découvrir cette maison. Peut-être un jardin, une piscine. Vous allez la regarder, parce que peut-être que vous ne l'aviez jamais vue, vous ne saviez pas que vous aviez une maison sur une île. C'est votre chez vous, c'est là où vit votre inconscient. Et je vous donne la clé, vous allez ouvrir la porte, vous rentrez, vous voyez le salon, faites le salon exactement comme vous le voulez, c'est la maison de vos rêves aussi. Et vous allez tout organiser bien dans le salon,
choisissez la moquette, la tapisserie, les tableaux, une cheminée, une télé. Décorez très très vite, comme ça. Faites le salon idéal, des baies vitrées, des plantes, tout ce que vous aimez, la couleur que vous aimez. Après, vous allez prendre un petit escalier qui monte et qui va amener à votre chambre. Je vous donne une deuxième clé. Cette clé ouvre la porte de la chambre. Vous rentrez et vous voyez un bureau, un lit, un fauteuil. Et le bureau et le fauteuil donnent sur la fenêtre qui elle-même donne sur la mer. Vous vous asseyez sur le fauteuil, vous ouvrez le tiroir de gauche, vous trouvez dedans une sorte de grand livre que vous mettez devant vous et vous allez ouvrir ce grand livre et vous allez voir qu'il n'y a que des pages blanches. Regardez bien ce livre. Maintenant, vous allez laisser venir sur la page de droite une phrase que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Donc cette phrase apparaît sur la page de droite et vous la lisez dans votre tête. Ensuite, vous prenez une plume qui est dans le tiroir et vous inscrivez votre réponse à cette phrase sur la page de gauche. Je vous laisse prendre le temps de faire apparaître le message sur la page de droite et la réponse sur la page de gauche. Maintenant, vous refermez le livre, vous le rangez dans le tiroir à gauche et vous allez ouvrir le tiroir de droite. Et là, vous trouvez un coffre-fort, un petit coffret. Je vous donne une troisième clé qui ouvre ce coffre-fort et à l'intérieur se trouve votre symbole personnel. Il est lumineux et il est dans un écrin de velours rouge. Vous l'attrapez, vous le prenez, vous sentez qu'il émet de l'énergie et vous enfoncez ce symbole personnel dans votre poitrail et vous sentez qu'il vous nettoie et il vous éclaire à l'intérieur. Puis vous le ressortez et vous sentez les effets bénéfiques de votre symbole dans votre corps et vous le replacez dans le coffre-fort. Vous fermez le coffre-fort, vous fermez et vous fermez le tiroir. Maintenant, vous quittez la chambre, vous levez du fauteuil, vous quittez la chambre, vous fermez la porte à clé, vous descendez l'escalier et on va aller dans le salon. Et dans le salon, il y a un écran de télévision. Et sur cet écran de télévision, face à cet écran de télévision, il y a une télécommande. Vous allez prendre la télécommande et vous allez l'allumer et vous installer dans un fauteuil. Et ce que vous allez voir apparaître sur cet écran de télévision, ce sont les actualités qui vont se produire dans 20 ans. Vous voyez les actualités de 20 ans. Laissez le film des actualités de 20 ans se dérouler et essayez de bien mémoriser tout ce que vous voyez. Il y a peut-être du sport, il y a peut-être de la météo, il y a peut-être de la diplomatie, il y a peut-être un président, il y a peut-être des événements naturels. Essayez juste de bien mémoriser tout ce que vous voyez, comme si vous appuyiez sur les différents événements. Peut-être les Jeux Olympiques, je ne sais pas, peut-être un record, un drame, une bonne nouvelle. Regardez bien les actualités de dans 20 ans. Et rappelez-vous, après la séance, il faudra que vous en rappeliez, que vous puissiez le raconter. Maintenant, vous reprenez la télécommande, vous éteignez la télévision, vous avez encore ces images du futur dans 20 ans. Vous quittez le salon, vous reprenez la porte, vous fermez la porte. Vous êtes dans votre île, face à votre maison. Vous avez en mémoire 3 choses. Ce qu'il y avait écrit sur le livre, la phrase, avec sa réponse que vous avez écrite, le symbole, et vous avez une vision kaléidoscopique de ce futur dans 20 ans que vous venez de voir
et qui est issue de votre inconscient ou d'une connexion à je ne sais quoi. Maintenant, vous regardez une dernière fois votre maison, vous vous envolez et vous vous préparez à revenir ici, à Ajaccio, mais on va le faire très progressivement. Vous n'ouvrirez les yeux que quand je dirai 0. Alors, 10, 9, 8, vous préparez à arriver ici. 7, 6, 5, vous commencez à bouger les orteils, les mains. Vous savez que vous allez bientôt revenir ici et vous réveiller. 4, 3, 2, vous savez qu'à 0, vous ouvrirez les yeux et vous rappellerez de tout ce qui s'est passé. 1 et 0, vous ouvrez les yeux. Voilà. Alors, qui c'est qui a vu une phrase sur sa page de droite et qui est prêt à en parler? Juste pour vous montrer le système. Vous ne serez pas ridicule. Hein, Oui, vous voulez. On peut lui donner un micro? C'est juste pour vous montrer le pouvoir de la suggestion et qu'on n'a pas besoin de spécialistes. Déjà, on a des intuitions fortes, oui. Donc le livre sortait du tiroir de gauche, hein, mais sur la page de droite, il y avait écrit « Le crayon est dans le tiroir de droite ». D'accord, et vous aviez une réponse? Vous avez... Oui. Et alors? Un dessin sur la page de gauche. Ok, et votre symbole? Vous ne l'avez pas vu? Si. C'était quoi? C'est un... il faudrait que je vous le dessine. Je ne pourrais pas le décrire. Bon, c'est un peu compliqué. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous raconter ce qu'il a vu sur la page de droite et après sur les actualités on fera? Oui, madame. Allez, attendez. Vous en donnez le micro. Encore une phrase et après on passera aux actualités. Non, j'ai ri parce que je pensais à la phrase de Bart Simpson. Vous savez, le petit personnage jaune de la dessin animé. C'est No Future Man. Et vous avez et répondu quoi? De l'autre côté, je suis ici et maintenant. D'accord. Votre symbole? Je pensais à un poisson de jade. D'accord. Et est-ce que vous vous rappelez des actualités? Pardon? Les actualités, est-ce que vous avez vu des actualités dans le salon? Bon, ça c'est un peu nouveau. Est-ce que quelqu'un veut me parler des actualités? Est-ce que quelqu'un a vu les actualités? Oui? Oui. Allez-y. Attendez. Alors, moi j'ai vu une manifestation avec des jeunes qui avaient des masques à oxygène. Des masques à oxygène, oui. Et la première communauté autosuffisante ouverte avec des grandes maisons un peu à la grecque. Vous pouvez filmer aussi ce que dit madame, parce que c'est plus intéressant que ce que je dis. Non? Ah non, c'est que moi. Et aussi les autorités qui avaient été obligées de récupérer le plastique des océans plastiques, oui. Parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Voilà. Ah ben merci. Et vous avez vu les phrases? Oui. J'ai vu les écorchés gagneront. Voilà. D'accord. Et votre réponse? J'ai répondu, ils ont déjà gagné. Et ça veut dire quoi, les écorchés? Je sais pas, c'est une phrase d'une chanson et voilà, c'est venu comme ça. Bon. Les écorchés, les gens, je sais pas, les victimes, je sais pas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut raconter ce qu'il a vu dans cette petite séance de rêve éveillé? Oui, il y a quelqu'un qui lève. Donc moi, la phrase que j'ai vue sur ce livre, ça a été « L'avenir n'engage que ceux qui y croient ». Très bien. Et la réponse? J'y crois. Votre symbole? Un drapeau du Brésil et de la France. Vous aimez le football peut-être, non? Non, nationalité. D'accord. Et les actualités? La commémoration des 10 ans de la chute de la dictature en Corée du Nord. Ça, c'est génial. Il serait temps, moi j'ai vu la Corée du Nord, je peux vous dire qu'il serait temps que ça s'arrête. C'est quand même, c'est pire que, vous savez, les méchants dans les James Bond. Ok, donc, il y a un dernier témoignage? Oui, monsieur?
Ça y est, vous décrispez un peu par rapport au futur et par rapport au rêve éveillé. Sur l'actualité, On va commencer par la phrase. Je vais bien. Et la réponse? Ouais. Et votre symbole? Un dragon lové dont les ailes forment une flamme. Très bien. Et maintenant, les actualités. En gros, c'était beaucoup de chaos et d'horreur, et je voyais aux actualités qu'en fait, ma fille apportait de l'espoir à l'humanité. Voilà. Elle faisait quoi? Elle écrivait. En tant qu'écrivaine? Ouais. Très bien. Encore d'autres témoignages ou... Ouais. Oui. J'arrive pas à bien vous voir, c'est pour ça, excusez-moi. Oui. Donc, mais heureusement, Cyril arrive à bien vous repérer. C'est bon? Ouais, c'est bon. Zigo. Alors, dans le livre, j'ai vu une phrase « Tout ira bien ». Je réponds « On fera tout pour ». Et ensuite, mon symbole, c'est un petit œuf avec un triangle dedans. Ouais. Et bon, je sais pas. Et les actualités, alors là, c'est super. J'ai vu une interview de Plante. Donc voilà, je sais pas si ça force de vous le dire ou si c'est... Voilà, je sais pas. Ok, ben, enfin le réel se relâche et il y a une ouverture. Bon, je crois que on va s'arrêter là. Comme ça va vous laisser sur la meilleure impression qui est possible, c'est-à-dire votre propre vécu, votre propre vision du futur. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que, en fait, le futur, c'est vous. Et que tout ce qui pourra arriver de bien dans ce monde, il ne faut pas le confier à des spécialistes ou à des gouvernants. N'attendez rien des politiciens, n'attendez rien des scientifiques, n'attendez rien de qui que ce soit d'autre. Prenez votre destin en main et puis bâtissez votre futur. Et commencez déjà par l'imaginer. Et une fois que vous l'aurez imaginé, il pourra se produire. Voilà, merci. Tu l'as fait, Jean-Noël? Oui, je l'ai fait. T'as vu quoi? Sur la page de droite. Ouais. Nous t'aimons, papa. C'était mes enfants. Sur la page de gauche, je veille sur vous. Le symbole, une clé de sol. Les actualités, hélas, beaucoup de chaos, des manifestations, des choses pas très très jolies, quoi. Pas belles. De la violence, hélas. En tout cas, ça a marché. Tu as mis en place l'outil. Tu fais marcher le télescope à voir loin l'horizon. Oui, et puis c'est une expérience, je pense, que chacun d'entre vous, en tout cas, pourra dire... Voilà, aujourd'hui, 20 juillet 2013, j'étais au Lazaret face à Bernard Werber et je me suis prêté à une expérience proposée par Bernard Werber. Et ça, certainement, vous ne l'oublierez pas. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on n'oublie pas ce que l'on peut éprouver soi-même. Ne pas se laisser déborder par ce que vous disent les autres. C'est un petit peu le message de Bernard. Ne pas se laisser envahir et... dans certains cas, pollué par ce que vous pouvez entendre, par ce flot ininterrompu de nouvelles qui viennent comme ça en rafale, sans vous donner le temps de pouvoir prendre le recul nécessaire en tant qu'homme, en tant qu'individu, pour vous dire où est ma place, où je suis, est-ce que je compte vraiment. Et je pense que c'est le sens de l'expérience de Bernard. C'est juste de vous rappeler que vous êtes des individus qui gardez les commandes, en quelque sorte. Les commandes de votre individu, c'est vous-même. C'est ça, Bernard? Oui, se déconditionner et enlever la couche de peur qui fait qu'on ne se sent pas capable de faire des choses. En fait, on est tous capables de faire n'importe quoi. C'est juste qu'on ne s'autorise pas parce que les autres nous ont dit qu'on ne va pas y arriver. Mais dès le moment où on s'autorise, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus facile. Il y a cette phrase que j'aime bien, c'est « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Oui. Ça se résume pratiquement la manière dont on doit aborder tout. Ok, c'est impossible, ben je vais le faire quand même. Mais moi, je dois t'avouer, quand j'ai proposé à autant de gens de faire ça, je me suis dit, oh là, ça va pas fonctionner, mais je le fais quand même, et puis on va voir. Et j'étais très agréablement surpris, je vais vous dire pour une chose, par le silence. C'est-à-dire obtenir une sorte de silence, d'écoute collective comme ça, c'est très impressionnant pour celui qui la reçoit. J'imagine. Oui. Et en même temps, je suis conscient qu'il y a
tout le monde n'en a pas profité. Il y a des gens qui se sont juste dit, bon, ben, moi, il ne se passe rien et tout. Mais ils ont commencé à se dire, je peux me connecter à quelque chose en moi qui ne vient de nulle part, qui n'est pas de la pub, qui n'est pas un politicien, qui n'est pas un spécialiste, qui n'est pas un chercheur. Et cette chose en moi m'apporte des infos. Et c'est ça la démarche. Il y a quelque chose en nous, un Gemini Cricket, un ange gardien, un extraterrestre, un inconscient, un dieu, appelez-vous. Il y a un truc en nous qui nous donne des infos et qui a des réponses. Et ce truc en nous, c'est très intéressant de s'y brancher sans demander l'avis à sa femme, ses enfants, ses parents et tout. Juste se dire, tout seul, j'ai des réponses à des questions. Elles sont peut-être pas bonnes, mais j'ai des réponses. Oui. Du reste, en médecine, je fais juste une parenthèse, en médecine, lorsqu'on se trouve face à une personne qui, hélas, pourrait avoir une maladie d'Alzheimer, il y a un moyen assez simple de supposer qu'il est en train de débuter une démence ou un trouble cognitif qui risque de s'avérer réel dans les mois ou années à venir. C'est quand on lui pose une question toute personnelle, immédiatement il se tourne vers le conjoint pour demander de l'aide, de manière à ce que le conjoint lui souffle la réponse en quelque sorte. Donc ne pas savoir répondre soi-même, ne pas être en mesure de pouvoir dire voilà ce que je pense, voilà ce que je crois, voilà ce en quoi je crois, voilà ce dont je me souviens, cette dépossession de soi à ce moment-là, dans le cadre d'une consultation, signe déjà une déficience cognitive, signe déjà une altération de l'individu. Donc là, pour ce soir, l'expérience a été faite que vous n'avez tous aucune difficulté cognitive et j'en suis ravi. Il y a d'ailleurs une insulte que je trouve très intéressante qui est imbécile, qui signifie marcher sans béquille, qui signifie bien l'idée, c'est-à-dire on n'a pas besoin de se faire aider des autres, on arrive à marcher tout seul. C'est devenu une insulte parce que l'idée, on dit de l'imbécile, c'est celui qui, parce qu'il ne marche pas avec une béquille, va se casser la gueule. Mais la position intéressante, c'est de marcher sans béquille, sans se faire aider des autres, sans se faire aider des experts, sans se faire aider de ses parents, de son conjoint pour prendre des décisions. En tout cas, je pense que vous aurez tous apprécié la grande gentillesse et la grande simplicité de Bernard Werber. Donc, en tant qu'auteur, lorsque on cite Bernard Werber, ah oui, les fourmis, oui, bien évidemment, c'est une phrase qui revient sans arrêt. Mais je pense que c'était une expérience très très intéressante et inédite de pouvoir se retrouver à ses côtés, de pouvoir échanger avec lui. Là, on va essayer de poursuivre quelques minutes encore cet échange. S'il y a des personnes qui souhaitent interpeller Bernard Werber, c'est maintenant qu'il faut le faire. Profitez-en. En fait, j'avais deux questions. La première, c'était la troisième humanité, la suite, en fait. Est-ce que vous commencez à l'écrire ou parce que j'essaie de faire des recherches. Mais... Alors, la suite, en fait, a déjà été écrite. Moi, j'ai déjà remise à mon éditeur. Ça sortira le 1er octobre. Et il va y avoir même un troisième manuscrit que je suis en train de terminer. Donc, troisième humanité, j'essaie d'en sortir un tous les 1er octobre. Voilà. D'accord. Et la deuxième question, c'était lesquelles de vos vies intérieures, en fait une au moins, si vous pouvez... Laquelle de mes vies antérieures? Laquelle de mes vies antérieures qui quoi? C'est quoi votre question exactement? Non, pas une qui vous vient comme ça à l'esprit, en fait. Celle qui vous a semblé le plus utile pour votre conscience personnelle. Ça va être pire, hein, pour tous les... Ok, bah tant pis. Bon, pour ceux qui restent. Non, elle m'a raconté un truc vachement marrant. C'était une vie de samouraï japonais. Et ce qu'elle me disait, c'est que cette vie était très tranquille et très sympathique, si ce n'est qu'il y avait un problème, c'est qu'elle elle fonctionnait dans l'obéissance. Attends, j'ai reculé maintenant que je vous ai repéré. Elle fonctionnait dans l'obéissance au shogun, et qu'en fait, une vie, quand on obéit à une autorité, est une vie dans laquelle on ne prend aucune décision personnelle. Et donc c'est une vie dirigée, pour reprendre, c'est une vie dirigée simple. Et elle me disait, c'est au moment où vous êtes mort, quand vous avez fait l'analyse, le débriefing de votre vie, que vous êtes dit, zut, en fait, j'ai pris aucune décision, j'ai fait qu'obéir à quelqu'un, et à partir de là, je suis un peu rebelle à toute forme d'autorité. C'est pour ça que quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, tiens, ça me semble quelque chose qui serait possible. Voilà. Et c'était aussi amusant parce qu'à un moment, je suis nul en sport.
et je voulais faire un sport. Et je me suis inscrit dans un club de combat de canne. Et la canne, c'est un art martial français qui ressemble beaucoup en fait au combat de sabre. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais dès le moment où je suis rentré dans ce club, en fait, j'ai rapidement passé tous les grades. C'était à Toulouse. Et je me suis retrouvé à faire la compétition à très haut niveau, alors que j'étais nul en sport. Et c'est marrant, c'est comme si j'avais des gestes automatiques de combat, mais uniquement en canne. Je suis incapable de me battre normalement. Par contre, dès qu'il y a un bâton ou dès qu'il y a un objet de type sabre, tout d'un coup, je me sens à l'aise. Et donc, quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, tiens, ça pourrait expliquer ça. Mais je vous dis, je ne suis pas dans la croyance, je suis juste j'écoute l'histoire. Et puis, vu que j'ai la chance d'être romancier, des fois, je l'utilise pour faire mes nouvelles ou mes histoires. Voilà. Donc, c'est une vie de samouraï. J'en ferai peut-être une histoire un jour. Merci. Autre question ? À droite. Vous parlez souvent de la position de l'individu par rapport dans son monde. Et j'aimerais vous poser la question, quelle est la vôtre par rapport à votre lectorat, à ceux qui vous écoutent ? Comment vous sentez-vous par rapport à eux ? Comment je me sens par rapport au lectorat ? C'est ça. Déjà, j'aime bien le rencontrer, c'est pour ça que je suis là. Et je considère qu'un auteur n'a pas à être dans une tour d'ivoire et déconnecté. Je considère aussi qu'on a des expériences à faire ensemble. Et j'entretiens un site Facebook sur lequel certains d'entre vous ont peut-être été connectés. Et j'entretiens aussi le site L'Arbre des Possibles. C'est juste pour garder le contact et avoir un feedback avec vous et puis savoir un peu qui vous êtes. Moi, même quand je fais une dédicace, je considère que c'est important de regarder les gens dans les yeux et de savoir qui sont ceux qui s'intéressent à votre travail. Bien sûr, mais dans vos écrits plutôt, par exemple. Ah, quelle est l'influence des lecteurs sur ce que j'écris ? Oui, inversement. C'est-à-dire que comment vous savez, vous l'écrire pour un public certain, et donc en soi, quel est votre but en tant qu'auteur finalement qui Alors, quand j'écris, je me demande pas ce que vont en penser les lecteurs. J'écris le livre qui a envie d'émerger. C'est comme une entité animale, vivante, autonome. C'est de l'accouchement. J'aide une entité extérieure à sortir, qui est le livre, et une fois qu'il sera sorti, je considère qu'il appartient au lecteur, il ne m'appartient plus. Mais il n'y a pas d'influence des lecteurs dans mon écriture. Dans mon écriture, à la limite, j'essaie de faire l'histoire la plus originale et la plus dynamique possible. Et le rapport qu'il y a entre le créateur et l'œuvre n'est pas influencé par les spectateurs ou par les lecteurs. Je reste juste sur un rapport au moment où je ponds mon œuvre, j'essaie de faire le plus bel œuvre possible et un œuvre en plus qui donne envie aux gens de venir le voir, c'est tout. Autre question ? Bien. Je voulais savoir, vous avez des millions de lecteurs et je voulais savoir si à l'école ou au collège, dans les rédactions que vous faisiez, est-ce que vous avez des bonnes notes ou... Alors, c'est une bonne question. La première rédaction que j'ai faite, qu'a gardée ma mère, c'était une rédaction d'une puce qui escaladait un être humain, qui s'appelait Souvenir d'une puce. Et le prof m'avait dit... ce que vous faites, c'est pas spécialement bien, mais je commence toujours par le lire pour me détendre. C'est ce qui m'amuse le plus. Et j'ai pris ça pour un encouragement. Il m'a pas mis une bonne note, mais il m'a dit, en fait, j'ai passé une super soirée à lire votre truc. Et juste après, donc Souvenir d'une puce, il a demandé à toute la classe d'imaginer comment ils seraient s'ils étaient des animaux. Et donc toute la classe a refait cet exercice. Et j'étais très fier d'avoir inspiré ça. Et après, ça dépendait des profs. J'ai eu des profs qui adoraient ce que je faisais. En général, c'est les profs qui n'étaient pas formalistes et qui aimaient l'imagination. Et il y a des profs qui considéraient que j'étais quand même un peu trop original. Je fumais trop la moquette. Et donc, il y a des profs que j'aurais pilé. Mais je pense que dès le moment où on sort de l'ordinaire, on énerve certains et on fait plaisir à d'autres. Mais la position sympathique est de sortir de l'ordinaire. Il y a un proverbe japonais qui dit « le clou qui dépasse attire le marteau ». C'est typiquement japonais. Mais en même temps, si on est tous au même niveau, s'il n'y a rien qui dépasse, on va se faire un peu chier. La plupart des gens qui ont fait des trucs intéressants sont les gens qui sont sortis de l'ordinaire et qui ont pris des risques. Donc, j'ai eu 3 profs de français qui m'adoraient.
et qui m'ont dit vous irez loin. Et ça suffit. Vous savez, par moment, un être humain vient vers vous et vous dit vous, je sens que vous allez aller loin dans l'écriture. Je dois avoir 11 ans. Un prof qui s'appelait Monsieur Gilabert. Il m'a dit je sens qu'un jour vous allez aller très loin dans l'écriture. Et ça a l'air de rien, mais des fois on fait les trucs pour ne pas les décevoir. Et je me rappelle aussi, la troisième prof française s'appelait Pupco. Et il y avait une concurrence, il y avait un autre qui était super bon, qui était meilleur que moi. Et c'était la course. On était les deux à essayer d'avoir chaque fois la meilleure note. Mais à part ça, la plupart des professeurs ne comprenaient même pas l'intérêt de ce que je faisais. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je trouve très intéressant ce que vous avez dit sur là où vous puisiez vos thèmes que vous utilisez ensuite. Et je me demandais, au point de vue de la forme, comment est-ce que vous travaillez sur vos livres ? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est de l'écriture qui vient comme ça et que vous ne corrigez pas ensuite, ou est-ce que, au contraire, vous pensez d'abord au style avant de... Ah non, surtout pas au style. Au moment où j'écris, je pense à faire un système qui aboutisse à des zones d'émotion et à une chute surprenante. Pour moi, tout roman se résume à une blague. Et la blague, c'est un élément, un deuxième élément et une chute qui fait exploser le système. Pas une ellipse. Qui boucle. Non, j'ai trouvé le mot. Non, peut-être plus. Le point de... C'est la montée dramatique. Climax. Voilà, et le climax. Donc, mon souci quand j'écris, c'est arriver à faire cette montée dramatique qui amène au climax. À ce moment-là, j'écris à très grande vitesse, pratiquement au son, c'est bourré de fautes d'orthographe, il n'y a aucun style. Mais par contre, je peux faire 400 pages comme ça. C'est 400 pages à chier, mal écrit, avec juste des personnages posés, et une dramaturgie qui monte vers un point, ce point de climax qui est une sorte de montagne que va gravir mon histoire. Et une fois que j'ai atteint ce truc, et que je sais que le truc est bien élevé, là je considère que le livre existe. Ça serait illisible pour quelqu'un qui tomberait là-dessus, mais moi je sais que tout y est. À partir de ça, je vais faire 2 mémoires, une autre histoire exactement dans le même esprit, qui va remonter à un climax que j'espère encore plus haut, et je vais le recommencer ça une vingtaine de fois, et vers la fin, enfin, je vais retravailler le texte. Mais sinon, disons par exemple sur Troisième Humanité, je l'ai réécrit 20 fois sans me relire, et c'est les 3 dernières versions où j'ai commencé à juste bricoler sur le final. Et réécrit 20 fois intégralement. Intégralement, avec une autre intrigue, avec d'autres personnages, avec d'autres histoires d'amour, avec d'autres problèmes. Mais je me suis toujours dit que ça pourrait intéresser quelqu'un un jour, une sorte d'archéologue de la littérature, de voir toutes les erreurs qui ont amené à la version finale. Mais même Les Fourmis, ça a été écrit plus de 100 fois. Et la version que j'ai amenée à l'éditeur faisait 1500 pages. L'éditeur m'a dit, vous le ramenez à 350. Parce que personne n'a la patience de lire 1500 pages. Et Troisième Humanité, en fait, c'est un gros livre de 1200 pages. Et quand j'ai vu, je me suis dit, personne ne va arriver à le lire. Donc j'en ai fait 2 volumes de 600. Et maintenant, j'ai rajouté un 3e, donc ça va faire une trilogie. Mais une fois que j'ai la blague, et c'est-à-dire le mécanisme de climax et la montée, et ça peut se faire presque sur une page, je considère que j'ai tout. C'est-à-dire j'ai l'idée, j'ai les personnages, et j'ai le mécanisme, et je sais où je veux aller. Après, ça ne va être que le développement, comment dire, c'est comme du concentré, et je vais rajouter de l'eau, je vais mettre de la déco, je vais mettre des choses, mais il y a un de mes romans qui est vraiment typique là-dessus, c'est Le Papillon des étoiles. Papillon des étoiles, j'avais la chute extraordinaire, et je me suis dit, bon sang, quand ils vont arriver là, ils vont être tous sur le cul, et après, c'est comment amener les gens à ce point de climax, où ils vont être en train de se dire, attends, j'ai bien lu, et voilà. Et donc, ça existait sous une nouvelle de 10 pages, et après, je me suis dit, allez hop, je refais la même chose sur 200 pages, et ça donnait l'un de mes plus petits romans, qui est donc Le Papillon des étoiles, et qui en fait une arche de Noé, où l'humanité, considérant qu'ici tout est foutu, crée un vaisseau spatial qui va aller coloniser une autre planète. Et Le Papillon des étoiles, c'est vraiment l'un de mes romans, alors là, justement, où j'ai fait le moins de versions, parce que tout de suite, vu que j'avais le mécanisme, ça venait tout seul. Est-ce que vous avez déjà écrit des romans solitaires, c'est-à-dire pas inscrits dans une saga? Ah oui, justement, Le Papillon des étoiles est typiquement un roman solitaire. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tout le monde m'a demandé de faire la suite, mais la suite, est, par définition, telle qu'il est posé, du fait de la chute, est impossible. Ou alors, j'ai mis un petit bout dans Troisième Humanité, dans lequel il y a Le Papillon des étoiles 2, qui est un vaisseau,
qui s'inspire de quelqu'un qui s'inspire de la lecture du livre. Mais si j'ai fait d'autres unitaires, les recueils de nouvelles, L'Arbre des possibles ou Paradis sur mesure, c'est des unitaires. Et non, les thanatonautes, c'est vraiment, ça s'inscrit dans pentalogie. Voilà. Oui. Bonjour, je me demandais pourquoi vous faisiez des tout petits chapitres numérotés en plusieurs, enfin c'est la technique. Pourquoi vous avez choisi Pourquoi ça? j'ai fait ça? Alors, je dois vous dire que quand j'ai amené ça à mon éditeur les a tous regroupés pour qu'ils fassent tous la même taille. Et il m'a dit, attends, les chapitres font tous la même taille, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, je lui ai dit, mais tout simplement, c'est le cinéma. Au cinéma, si toutes les séquences faisaient la même taille, on s'ennuierait. Il y a des séquences rapides et des séquences longues, ce qu'on appelle les plans séquences. Et je me suis dit, puisque l'œil est habitué à avoir une narration qui est une alternance de petits bouts et de gros bouts, pourquoi ne pas reproduire ça dans les romans? Je ne suis pas le seul à pratiquer ça. Mais au moment où je l'ai fait en 91, en France, on n'était pas nombreux à faire ça. Et d'ailleurs, après, quand ils ont traduit le livre aux États-Unis, ils m'ont refait, ils ont recalibré pour que tous les chapitres fassent la même taille. Ils n'avaient pas compris ce système-là. Mais ça me semble plus moderne. Et la numérotation, c'est juste pour c'est une manière de couper les chapitres, et puis c'est une manière de sentir comment on progresse. C'est tout. Autre question? Oui, c'était pour savoir, vous, qu'est-ce que vous avez vu dans le livre du tiroir de gauche? Le message? Oui. Ah là, je n'ai pas pu le faire, j'étais vraiment à l'écoute du groupe pour sentir s'il n'y avait pas de problème. Au moment... C'est pas mon métier, c'est pas mon job, mais en plus ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Au moment où je le fais, j'essaie de vous sentir comme un chef d'orchestre sans peut-être les musiciens. Donc ce travail me prend toute mon énergie. Je peux pas faire l'expérience sur moi, mais j'aime bien qu'on me le fasse. Je crois que le premier qui me l'a fait, c'était Alexandre Jodorowsky. Et quand il me l'a fait, je me suis dit mais attends, c'est vachement bien, on a cette possibilité, pourquoi on l'utilise pas? Par contre, vous voyez bien, vu la réaction du monsieur, il y a des gens qui sont très hostiles à tout ce qui ressemble de près ou de loin à la spiritualité. C'est pour ça que je me suis dit, il y a beaucoup de gens, ça peut pas marcher sur tout le monde, mais essayons quand même, parce qu'il y a l'air d'y avoir une majorité qui a l'air d'être à l'écoute. Et c'est le cas, puisque vous êtes encore là. Bien sûr. Mais c'est aussi la prise de risque. Dès le moment où on fait un truc qui sort de l'ordinaire, il peut y avoir une réaction hostile et ça montre bien que si vous voulez pas avoir de problème, vous faites tout comme tout le monde, vous répétez tout comme les gens disent, vous faites tout de manière académique et là, voilà, le truc est tranquille. Dès le moment où vous bougez, vous énervez quelqu'un. Oui. Bonsoir, Monsieur Verbière. Ah, tout de même. Et il y a trois petites questions que j'aimerais vous poser. La première, c'est dans la trilogie des fourmis, vous insérez régulièrement des passages de votre encyclopédie du savoir relatif absolu. J'aimerais savoir comment vous avez rassemblé toutes ces informations, parce qu'il y en a qui m'ont laissé complètement pantois. Ensuite, vous mettez comme auteur de cette encyclopédie dans les fourmis le personnage de Edmund Wells qui se trouvait être, on a l'impression, un peu celui qui a tout calculé, le personnage qui a toutes les réponses, le personnage qui est un peu le sage. Le sage. J'aimerais savoir comment vous est venu ce personnage. Alors d'abord, le personnage... Attends, je réponds parce que moi j'ai un début d'Alzheimer, donc j'ai peur de me rappeler. C'est pour ça que ça m'affole quand il y a plusieurs questions. Je vais commencer donc par Edmund Wells, c'est mon grand-père. Mon grand-père tenait des carnets dans lesquels il notait tout ce qu'il comprenait. Et je me suis dit, je vais prolonger ce système. À partir de l'âge de 13 ans, vu que moi aussi... J'avais la hantise d'oublier. Je me suis mis à faire des grands cahiers où je mettais des collages et des choses qui me semblaient les plus inconnues ou bizarres. Alors, il y avait des recettes de cuisine, il y avait des systèmes pour fabriquer des machins électroniques, il y avait aussi des compositions chimiques, il y avait tout ce que je voyais dans Science et Vie, que je voyais dans Paris Match, dans les journaux, plus ce qu'on me racontait de rigolo. Et je faisais des gros cahiers remplis de collages.
Et après, quand dans les fourmis, je me suis dit, voilà, ça se peut que ça intéresse pas les gens, l'histoire de fourmis. Je me suis dit, je vais dynamiser ça avec mes petites histoires rigolotes, surprenantes, que j'avais mis dans l'encyclopédie. Voilà pour les 2 questions. Et la troisième Non, j'en ai une autre du coup. Les Lilliputiens existent vraiment? Alors, moi j'ai interviewé une dame quand j'étais à la Voix du Nord qui faisait partie d'un cirque et qui se disait lilliputienne. Donc j'ai une photo avec cette dame, elle faisait cette taille là, à peu près, comme ça. Et elle avait une toute petite voix. Elle m'a dit, on est une trentaine dans le monde et on est issu d'une forêt de Roumanie. J'ai photographié, j'ai fait l'article, j'ai mis interview d'une lilliputienne. Après, la personne que j'ai eue en face, je l'ai vue de mes yeux vus, je l'ai touchée, on a parlé, elle avait très peur des chiens, parce qu'elle a expliqué qu'une fois, elle était en train de marcher, il y a un chien qui est arrivé, qui l'a soulevé, et pour nous, ça a l'air de rien parce qu'on est grand, mais pour un être humain, se faire tout d'un coup choper par un chien qui vous amène plus loin. Alors, elle avait un garde du corps spécial anti-chien, et elle s'était assise sur mon dictionnaire. Voilà. Alors, après, j'ai fait Internet, Lilliputien, il n'y a rien. J'ai fait... Je me rappelle, elle s'appelait Madame Angela. J'ai encore l'article, j'ai encore la photo. Maintenant, il n'y a rien nulle part sur les Lilliputiens. Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu, mais sur lequel il n'y a pas d'autres informations que... je suis l'homme qui a vu l'ours. Mais donc, vous, si vous racontez cette histoire, vous avez entendu l'homme qui a vu l'ours, mais voilà. En tout cas, je ne doute pas que j'ai interviewé cette personne. Après, alors elle m'a expliqué qu'elle était extrêmement raciste envers les nains. C'était ce qui était assez surprenant. Elle me disait les nains c'est une forme de déformation génétique, alors que nous, au contraire, on est tous comme ça et on est harmonieux. Et elle me disait, regardez, les mains des nains, elles sont petites, elles sont pas proportionnées, alors que nos mains sont proportionnées. Elle m'a raconté aussi qu'elle a été à son 3e mariage, qu'elle avait une maison dans lequel il y avait une zone qui était sur la Côte d'Azur, une zone pour elle et pour accueillir les autres Lilliputiens, et une zone pour les grands. Et elle était très énervée contre son garde du corps, qui n'était jamais au bon endroit au bon moment. Donc j'ai fait ça c'était en 1983. Voilà. Oui, donc je réponds oui, allez, soyez honnêtes, je l'ai vu de mes yeux. J'en viens à douter parce que c'est vrai que c'est pas... C'est-à-dire quand vous avez vu une expérience et qu'elle n'est pas sur Internet, vous dites, est-ce que j'ai vraiment vécu ce truc? Bon, je vous réponds oui, j'ai vécu ce truc, j'ai interviewé une Lilliputienne qui était dans un cirque, voilà, qui passait à Cambrai. Comment? Non, parce que là, il y a des images. Là, il y a des photos. Il y avait des photos. Non, c'est du vécu. Mais par moments, vous savez, le réel est surprenant. Moi, j'utilise l'imaginaire pour écrire mes livres, mais par moments, le réel est surprenant. Cette Lilliputienne était vraiment surprenante. Oui. Une petite dernière. Moi, je suis un peu amateur d'énigmes. Et dans le jour des fourmis, vous mettez quelques énigmes qui sont de celles qui m'ont le plus plu. Donc celle avec, du coup il n'y a peut-être pas grand monde qui les connaît. Celle avec les allumettes, et celle avec la pyramide de nombres. Est-ce qu'elles sont de vous et Non. Ce que j'aime bien, j'ai mis ces énigmes pour une raison simple. C'est que quand vous lisez un livre, vous demandez naturellement qui est l'assassin ou est-ce qu'ils vont s'aimer au final. Donc il y a un mécanisme automatique de travail, de projection. Mais là, j'avais envie de proposer un système quasi scientifique qui fasse que vous sachiez est-ce que vous arrivez à voir le truc ou pas. Et donc, ce qui m'amusait, c'est de me dire, il y a ceux qui vont y arriver, ceux qui vont pas y arriver, ceux qui vont y arriver, ils vont se dire, ouais, il a posé son énigme, mais moi j'ai trouvé la solution. Donc c'était une manière de créer une interactivité encore avec les lecteurs et de créer une gratification pour ceux qui vont vraiment se creuser la tête pour trouver l'énigme. Bernard Werber, optimiste, pessimiste, curieux, toujours restant curieux pour l'avenir ou... Alors curieux pour l'avenir, oui. Avec une tendance optimiste? Ah non, moi je suis pessimiste sur le court terme, optimiste sur le long terme. C'est-à-dire pessimiste sur le court terme, je considère que dès qu'il y a une connerie à faire, elle sera faite. Que ce soit gaz de schiste, le nucléaire, on va le faire. On va le faire parce que de toute façon, il n'y a pas une réelle volonté de l'empêcher.
Et deuxièmement, je crois qu'on fonctionne comme une espèce adolescente. Vous savez, c'est comme ces jeunes qui, avec leur moto, montent à 200 km/h dans les virages sans casque pour voir ce que ça fait, avec le risque de se prendre un platane. Et je crois que notre humanité fonctionne comme ça. Elle est en une phase adolescente. Étant dans une phase adolescente, elle a besoin de s'en prendre plein la gueule pour comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, une accélération de l'histoire, une accélération du nombre d'êtres humains et une accélération de toutes les formes de conflits. Ce qu'on parlait la dernière fois sur l'affaire de Lehman Brothers, c'est une forme d'accélération dans un virage qui nous a amené dans un platane, c'est-à-dire l'affaire des subprimes, tout ça. Ça montre, ah ouais, on veut aller dans le capitalisme, ben regardez, on accélère dans le capitalisme, pouf, on se prend ce platane. On a fait la Deuxième Guerre mondiale, on veut accélérer dans le tout militaire, regardez ce que ça donne. Chaque fois, on expérimente, comme une entité globale vivante, des chocs qui nous permettent de comprendre le bon chemin. Donc c'est pour ça que je dis, les chocs, on va s'en prendre plein la gueule, mais au final, normalement, nos descendants devraient tirer parti de ces erreurs pour comprendre le bon chemin. Ça prendra du temps ? Je crois que notre génération, on va avoir beaucoup de problèmes et que la sortie le printemps, comme l'évoquait Isabelle, c'est pas pour notre génération. Nous avons encore la mentalité dominant-dominé, exploiteur-exploité. On a encore le système scolaire avec un professeur, quelqu'un qui a l'autorité, qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal, avec ferme ta gueule et fais comme font les autres et vote et obéis. On a presque les jus de bouquins là, qui arrivent maintenant. Le quoi ? Les jus de bouquins. Ah oui, les jus de bouquins qui... Oui, non, il y a... McDonald's qui finance certains programmes d'enseignement aux États-Unis, entre autres. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais... Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la Bible, la Bible, je trouve que c'est un super bouquin. Il y a un truc, je vous conseille de lire, de science-fiction d'ailleurs, il y a des miracles, il y a des tas de trucs. Il y a une idée, c'est la sortie d'Égypte. Dieu dit, tous ceux qui étaient en Égypte n'iront pas en Israël parce qu'ils ont encore la mentalité d'esclaves. Et ce ne sera que leurs enfants qui pourront profiter de l'arrivée en terre promise. Je crois un peu à ça, c'est-à-dire que nous avons été abîmés par une éducation, des peurs, un formatage de l'esprit, des tas de systèmes qui visaient à, soi-disant, nous rassurer, mais qui en fait nous bloquaient, et que nous n'avons pas la capacité de créer vraiment librement et de profiter de ce libre arbitre qu'on évoquait tout à l'heure. Donc notre génération doit juste préparer l'arrivée d'une génération plus libre, une génération qui soit libérée de l'esclavage et du conditionnement. Mais pour l'instant, nous, on n'est pas dans ce cas. Je ne sais pas du tout où on en est au niveau de l'heure parce que j'ai perdu mon portable quelque part. Bon, on va faire une dernière question. Je voulais savoir si vous étiez déjà arrivé d'avoir une idée, de vouloir donc l'exploiter, l'écrire et de vous dire mais est-ce que scientifiquement c'est viable ? Est-ce que je ne vais pas être bloqué parce que la science me dit ça marchera comme ça, et moi dans ma tête, eh bien en fait, ça va coincer parce que je ne pourrais pas l'expliquer scientifiquement. Alors, j'étais journaliste scientifique, donc j'ai plein d'amis scientifiques que je consulte pour mes romans, mais celui auquel je pense le plus, dans lequel j'ai été obligé de me poser cette question, est-ce que scientifiquement ça tient le coup, c'est précisément Le Papillon des étoiles, parce qu'il utilise une forme de propulsion qui n'est pas encore développée, qui est la propulsion photonique, à savoir c'est des voiles en Kevlar aimants immenses qui utilisent les rayons des étoiles pour avancer. On sait faire ces choses-là. C'est-à-dire c'est des voiliers c'est des vaisseaux spatiaux qui n'utilisent pas la combustion, mais qui utilisent la lumière comme moyen de se déplacer. J'ai vu ça dans Star Wars, oui. Dans Star Wars, il n'y a pas un vaisseau comme le mien. Le mien, il fait 32 km de long, il contient 54 000 personnes, et les voiles font la taille de l'Australie. Donc je pense pas que ça existe dans Star Wars. Il était un peu plus petit, effectivement. Ouais, mais cette technique existe. Vous savez, c'est inspiré de ce qu'on appelle les photomètres de Crook. Vous savez, vous n'avez jamais vu dans les magasins de lunettes, il y a des fois des trucs qui tournent. Il y a un losange blanc, un losange noir, et quand vous mettez la lumière, ça tourne. Quand vous arrêtez de mettre la lumière, ça s'arrête. Vous voyez un peu de quoi il s'agit ? Bon, pour ceux qui voient, c'est une ampoule, ça s'appelle photomètre de Crook. Donc cette forme de propulsion a un avantage,
c'est que on n'a plus de problème de réserve de carburant, qui serait le problème number one d'une fusée lancée au-delà du système solaire, et ça permet de résoudre, pour le cas du papillon des étoiles, une sortie du système solaire pour atteindre un autre système solaire. Alors, sur ce roman, j'ai consulté énormément d'ingénieurs, j'ai consulté des spécialistes des voiliers, des gens, pas Claudie Ignoré, parce qu'à l'époque je ne la connaissais pas, mais sinon je voulais vraiment faire une sorte d'arche de Noé qui soit fabricable pour que quelqu'un puisse un jour dire « Attendez, je vais faire exactement comme dans le bouquin de Werber, et puis ça va pouvoir donner quelque chose. » Un peu comme probablement Jules Verne, quand il a fait le Nautilus, s'est dit, je ne sais pas si vous avez lu 20 milieux sous les mers, mais c'est rempli de détails techniques avec des moteurs électriques, il explique la puissance en watts du moteur électrique et tout. Donc il y a une idée qui est, pour que ça soit magique, il faut que ça soit crédible, et je crois que tous les lecteurs, même ceux qui ne sont pas scientifiques, ils sentent quand ça tient le coup et quand ça tient pas le coup. Si c'est un pur délire dans lequel on met ouais, c'est un voilier qui utilise la lumière comme les voiliers sur la mer et tout, je crois qu'au bout d'un moment, les gens diraient oh, j'y crois pas ça, parce que la lumière ça doit pas pousser beaucoup. Mais quand vous dites que c'est une voile, c'est vraiment très très fin, c'est très léger, et vous expliquez vraiment comment ça fonctionne, je pense qu'il y a une sorte de bon sens naturel, quelque chose en nous qui sait ce qui marche et ce qui marche pas. De même sur les fourmis, j'ai fait des études assez poussées sur le langage phéromonal, qui est le mode de communication des fourmis, sur l'ultime secret. J'ai fait des études j'ai fait une documentation auprès de scientifiques qui m'ont signalé ce qui était possible, ce qui n'était pas possible par rapport à des innovations qui sont un peu poussées et peu connues. Même sur le Père de nos pères, où il y avait une recherche sur pourquoi l'humanité est apparue sur Terre, il m'a fallu m'entourer de beaucoup de scientifiques. Mais je crois que c'est la force de la science-fiction américaine, c'est qu'eux, ils font une documentation assez serrée. D'ailleurs, un type comme Asimov était un scientifique, Isaac Asimov, et Frank Herbert aussi, et Philippe Cadic était prof de philo. C'est-à-dire que c'est des gens qui racontent pas juste ça comme ça en plein délire, c'est des gens qui s'appuient sur la science, et il s'avère que par chance, la science et le réel sont bourrés de choses extraordinaires. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis dans les fourmis qui sont vraies, et les gens ont cru que c'était faux ou que c'était un pur délire, alors que les fourmis font vraiment elles ont vraiment des jets d'acide formique qu'elles utilisent pour la guerre. Elles ont vraiment des tanks, c'est-à-dire des grosses fourmis qu'elles portent à bout de bras pour charger dans le tas. Elles ont vraiment de l'agriculture, elles traient les pucerons, elles fabriquent des antibiotiques pour les champignons. Il y a réellement un monde extraordinaire, une civilisation, voilà. Et ce que vous voyez, ces dômes que vous voyez dans les forêts, ce sont pour moi des intraterrestres, c'est-à-dire une civilisation parallèle auquel on a oublié de faire attention. Mais la vraie science est ma première nourriture, et j'essaie d'être tout le temps le plus juste possible. Voilà. Merci. Merci Werner Werber. Si, portrait chinois, très rapide, une seule question, si vous deviez être un animal, donc lequel? Dauphin, parce que les dauphins, ça m'a l'air de bien s'amuser. En plus, c'est un rare animal qui arrive à rire. J'ai l'impression qu'il rit. Et je trouve qu'un animal qui rit pas, il rate une expérience. C'est peut-être un grand privilège de l'être humain, c'est la capacité tout d'un coup de relâcher la pression et de se marrer. Et si on est juste un animal en train d'attendre la bouffe et de dormir et de se reproduire, il manque un petit truc. Donc les humains, c'est bien parce que ça sait rire, et les dauphins, ça me semble bien aussi parce que ça a l'air de savoir rire. Merci à vous.